À peine mariée. Dès le premier jour. Ma belle-mère m'a arraché la carte bancaire contenant les 200 000 € que mes parents m'avaient offerts en disant qu'elle la garderait pour moi. Je l'ai immédiatement fait bloquer. Le lendemain, ma belle famille a appelé 107 fois. J'ai souri froidement. Le cauchemar ne faisait que commencer. Je m'appelle Chloé. J'ai 30 ans et je viens de me marier. On dit que le jour de son mariage est le plus beau de sa vie. Mais en entrant avec ma valise dans l'appartement décoré de rubans de tulle blanc et de fleurs, j'ai ressenti un poids inconnu sur la poitrine. Mon mari, Hugo, semblait être un homme bon et attentionné. Du moins c'est ce que je croyais. La cérémonie s'était bien passée et mes parents, même si mon père a une santé très fragile, s'étaient efforcés de sourire en me disant « au revoir ». Avant de monter dans la voiture des mariés, ma mère m'avait glissé un petit écrin et m'avait dit « Chloé, c'est tout ce que ton père et moi avons mis de côté toute notre vie. Avec l'argent que tu nous as envoyé ces dernières années, il y a 200 000 € sur ce compte pour te protéger. Aucune famille, aussi bonne soit-elle, ne vaut la liberté de contrôler son propre argent. » J'avais pleuré. Je savais que c'était une somme énorme. Mais je savais aussi que son véritable but n'était pas un simple cadeau de mariage, mais de sauver la vie de mon père. Il souffrait d'une grave pathologie cardiaque et les médecins recommandaient un triple pontage en urgence. Le coût de cette opération dans une clinique spécialisée s'élevait à 50 000 €, sans compter les soins pour l'avenir. J'avais prévu de tout raconter à Hugo après le mariage et d'emmener mon père à la clinique. Mais je n'en ai pas eu le temps. Le lendemain matin, pendant qu'Hugo dormait encore, ma belle-mère, Sylvie, a frappé à la porte et est apparue avec un plateau de chouquettes et du café fumant. Le grand sourire aux lèvres. « Chloé, ma fille, prends ton petit déjeuner, et ensuite nous parlerons un instant. » Je me suis empressée de prendre le plateau. Hugo s'est aussi réveillé en s'étirant et a demandé « Maman, pourquoi es-tu debout si tôt ?» Sylvie s'est assise au bord du lit, a jeté un coup d'œil rapide dans la chambre et s'est arrêtée sur mon sac, à main posée sur la commode. Celui-là même que ma mère avait utilisé pour ranger la carte bancaire et quelques bijoux la veille. Et elle a commencé, d'un ton mielleux. « Vous êtes tous les deux des adultes maintenant, et je commence à vieillir. Je veux seulement votre bonheur. Hier, j'ai vu que tes parents t'ont donné cette carte. C'était bien les 200 000 € de cadeau. N'est-ce pas ?» Mon cœur a fait un bond. J'ai regardé Hugo. Et il a évité mon regard en faisant semblant de chercher ses chaussons. J'ai souri. Un sourire que j'avais longuement préparé. Et j'ai répondu. « Oui. Sylvie, ce sont les économies que mes parents m'ont confiées pour assurer mon avenir. » Elle m'a caressé la main de ses doigts secs. « Assurer ton avenir. » A-t-elle répété. « Cet appartement est à toi. Tes parents sont tes parents. Pourquoi aurais-tu besoin de te protéger ?» Elle s'est penchée en baissant la voix. « Vous êtes jeune, Hugo. » Avec toute sa gentillesse. Ne se sentirait pas à l'aise avec une telle somme entre les mains, et si des amis le poussaient à faire des folies ou à dépenser pour des choses inutiles, ce serait du gâchis. J'ai gardé le silence, tenant ma tasse de café qui refroidissait déjà. L'odeur du café était forte, mais je me sentais oppressée. « Alors écoute bien. » A-t-elle repris comme si elle venait d'avoir une idée brillante. « Donne-moi la carte. Je la garde pour vous. Tu comprends. C'est toujours votre argent. À vous deux en tant que couple. Mais je le mets en sécurité. Si un jour vous avez besoin d'acheter une maison plus grande ou d'avoir des enfants, je vous le donnerai. Hugo est l'aîné et l'année prochaine. Son frère Maxime va aussi se marier. Il y aura beaucoup de préparatifs pour son propre logement. Que je garde cet argent lui évitera d'avoir l'esprit ailleurs. » J'ai regardé Hugo. Et il a finalement levé la tête en hochant vigoureusement la tête. « Oui. C'est vrai. Chérie, maman a raison. C'est mieux qu'elle s'en occupe. » Confie-elle à lui. Ma gorge s'est asséchée en entendant ces mots. J'avais déjà entendu cette phrase. Je le garde pour vous. Trop de fois dans les histoires tragiques de mes amis, cela signifie jeter son argent dans un puits sans fond
d'où il ne ressortira jamais, et elle n'avait même pas attendu la fin de la lune de miel. Un seul jour avait passé, mais je ne pouvais pas refuser catégoriquement sur le moment. Je savais que si je disais non, je deviendrais la belle-fille ingrate qui méprise la famille de son mari et donne plus d'importance à l'argent qu'aux liens familiaux. J'ai posé ma tasse sur la table de chevet et j'ai forcé le sourire le plus doux dont j'étais capable. Oui, vous avez raison. Je m'inquiétais aussi de savoir comment gérer cette somme. C'est mieux de vous la confier, et Hugo pourra en témoigner. Je me suis levée. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti la carte bancaire glissée dans une petite enveloppe. Les yeux de Sylvie ont brillé, et elle me l'a presque arrachée des mains. C'est parfait. C'est parfait. S'est-elle réjouie? Ma belle-fille est la meilleure. Je le savais. Quel est le code secret? Ma date de naissance. Ai-je répondu d'une voix calme. Sylvie a souri en plissant les yeux. Parfait. Maintenant. Reposez-vous tous les deux? Je descends préparer le repas. Elle s'est retournée d'un pas si léger qu'elle en paraissait rajeunie. Hugo a poussé un soupir de soulagement et m'a prise dans ses bras. Tu vois. Ma mère est heureuse. Tu as pris la bonne décision. La paix dans la famille. Ce soir, toi et moi. Je suis un peu fatiguée. Je veux me reposer. L'ai-je interrompu? Hugo est resté un instant surpris. Puis il a hoché la tête. Très bien. Repose-toi. Je vais voir si ma mère a besoin d'aide. La porte s'est refermée, et mon sourire a disparu. Je me suis laissée tomber sur le lit. Un frisson m'a parcouru le dos. Leur comédie était vraiment trop grotesque. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé la banque directement car Sylvie s'en serait rendue compte. À la place, j'ai envoyé un message à une amie qui travaillait au service des fraudes de ma banque. Un plan que j'avais préparé à l'avance. Écoute. Plan de secours. La carte de mon compte. Le code que je viens de donner est erroné. Elle va sûrement aller au distributeur pour vérifier le solde. Surveille. Et s'il y a la moindre tentative de consultation ou de retrait, bloque la carte immédiatement pour suspicion de fraude. Le message de confirmation de mon ami est arrivé presque instantanément. Je me suis allongée en fixant le plafond. J'avais espéré qu'Hugo soit différent. Qu'il dise au moins « Maman, c'est l'argent de Chloé. Laisse-la s'en occuper. » Mais il était complice. J'ai fermé les yeux. « Papa, tu dois tenir bon. Ta fille n'est pas faible. Ils ont commencé ce jeu, mais c'est moi qui déciderai comment il se termine. 200 000 €. C'est la vie de mon père et je ne laisserai personne s'en emparer. Pas même ma belle-mère. Je ne m'étais pas trompée. À 10 heures du matin, alors que je triais les papiers médicaux de mon père chez mes parents, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. C'était Hugo. Mais je n'ai pas répondu. Je savais exactement ce qui se passait. Sylvie, ayant la carte en main, n'avait sûrement pas pu attendre. Elle était déjà à la banque ou au moins devant un distributeur. Et dès qu'elle avait entré le faux code que je lui avais donné pour consulter le solde, le système avait automatiquement avalé et bloqué la carte. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à aider ma mère à préparer les affaires de mon père. Maman. Papa a fini de se préparer. Je vais l'emmener faire ses derniers examens avant l'opération. Ma mère m'a pris la main. L'air inquiet. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Que se passe-t-il avec ta belle famille? A-t-elle demandé. Oh, rien, maman. Je viens juste d'arriver chez vous. Lui ai-je répondu en souriant pour la rassurer. Hugo m'appelle sûrement pour savoir si je rentre dîner. Ne t'inquiète pas. Je gère la situation. J'ai emmené mon père à la clinique. Il était très faible. Son visage était pâle, presque gris. Et il respirait avec difficulté. J'ai senti ma poitrine se serrer. À cet instant, ma détermination est devenue inébranlable. Pendant que j'aidais mon père à monter dans le taxi, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Maxime, mon beau-frère, le fils chéri de ma belle-mère. Je n'ai pas répondu. Seulement plus tard, quand j'ai terminé toutes les démarches d'admission et installé mon père dans sa chambre de clinique, j'ai vérifié mon portable.
Plus de 30 appels en absence d'Hugo, de Maxime et même de numéros inconnus, qui appartenaient sûrement à Sylvie, utilisant d'autres téléphones. Il y avait aussi plusieurs messages vocaux. La voix d'Hugo était furieuse et paniquée. « Chloé, où est-ce? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi la carte est bloquée? Tu as donné une fausse carte à ma mère. Maman et Maxime font un scandale à la banque. Le directeur de l'agence est un ami de mon patron. Tu te rends compte de la honte que tu m'infliges? Bonne sang. Viens tout de suite. Maman dit que si elle ne peut pas retirer l'argent aujourd'hui, elle va se rouler par terre dans la banque et faire un drame. Chloé. Réponds. Tu es en train de couler toute notre famille. J'ai pris une grande inspiration. La honte. La première chose à laquelle il pensait, c'était sa réputation. Pas le fait que sa mère ait essayé de vider mon compte. Pas ce qu'il m'avait fait. Mais le fait que je lui faisais honte. J'ai rappelé Hugo. Il a décroché à la seconde, comme s'il attendait avec le téléphone à la main. Où est-ce? A-t-il hurlé. J'ai éloigné un peu l'appareil de mon oreille. Je suis à la clinique. Je m'occupe de mon père. À la clinique. Qu'est-ce qu'il a ton père? Ça n'a pas d'importance. Réponds-moi sur cette histoire de carte. Pourquoi as-tu piégé ma mère? Tu lui as donné une carte bloquée. Je n'ai piégé personne. Et je dis d'une voix glaciale. Je lui ai donné la vraie carte. Mais j'ai aussi prévenu la banque de la bloquer. J'ai fait opposition. Il y a eu un blanc à l'autre bout de la ligne. Hugo n'en revenait pas. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as fait opposition. Tu es folle. Tu lui donnes la carte et ensuite tu la bloques. À quoi tu joues? Chloé, ce n'est pas un jeu. C'est mon argent. Ta mère a dit qu'elle allait seulement le garder. Mais la première chose qu'elle a faite a été d'essayer de tout retirer. Je n'étais pas d'accord. Hugo est resté sans voix. Mais tu me mets dans une situation impossible. Maman et Maxime crient dans l'agence. Ils disent que la banque est une escroquerie. Le directeur a dû sortir pour leur parler. Ils exigent de voir les caméras pour savoir qui a bloqué la carte. Viens ici et dis-leur que c'est une erreur de la banque. J'entendais distinctement la voix perçante de Sylvie hurler en fond sonore. Appelez Chloé. Ma belle-fille m'a donné sa carte avec 200 000 € et vous l'avez avalée. C'est quoi cette arnaque? Vous voulez nous voler. Que le directeur vienne ici. Et la voix de Maxime, avec ce ton paresseux et agressif, laisse tomber maman. Casse le guichet. Ces voleurs se mêlent des affaires de famille. Une belle-fille donne de l'argent à sa belle-mère. Et ces idiots osent le bloquer? J'ai eu la nausée. Tu entends ça? Hugo. Lui ai-je dit en détachant chaque syllabe. Je n'irai pas. Je te le répète. Je suis à la clinique au chevet de mon père. Dis à ta mère et à ton frère d'arrêter de se ridiculiser. Si quelqu'un perd la face, c'est la famille Laurent. Pas moi. Ce compte est à mon nom. J'en suis la titulaire. J'ai tout à fait le droit de le bloquer, ou de le débloquer quand bon me semble. La banque suit simplement la procédure. Tu t'entends. Chloé, tu es la belle-fille de cette maison maintenant. Atirogi, je suis sa belle-fille. Pas son distributeur automatique. Je suis aussi la fille de mes parents. Et mon père est malade. Je te le dis pour que tu sois au courant. Je n'ai pas le temps de discuter. Dis à ta mère de rentrer chez elle. On parlera ce soir. J'ai raccroché. Je ne voulais pas entendre un mot de plus. J'ai regardé par l'entrebâillement de la porte de la chambre de clinique. Ma mère épluchait une pomme pour mon père. 2 personnes âgées qui avaient travaillé toute leur vie, qui n'avaient jamais dépensé un centime de trop, qui avaient tout mis de côté pour moi et pour soigner mon père. Ces gens qui, la veille encore, me souriaient et m'appelaient ma fille, n'avaient pas hésité un instant à arracher à mon père sa bouée de sauvetage. Juste pour acheter un appartement à leur fils chéri. Je ne ressentais plus de déception, mais un profond mépris. Je suis restée assise dans le couloir de la clinique un long moment, sachant que la véritable guerre ne faisait que commencer. Ce qui s'était passé à la banque n'était qu'une répétition. La vraie tempête m'attendait à la maison ce soir-là. Et j'étais prête. J'allais leur montrer que je n'étais pas un agneau qu'ils pouvaient tondre à leur guise. Je suis rentrée quand la nuit commençait à tomber.
Au dîner avec mes parents, j'avais essayé de manger, même si ma gorge me brûlait. Je leur avais menti en disant qu'il y avait une urgence chez mon mari et que je devais rentrer vite. Ma mère m'avait rempli les mains de fruits et ne cessait de me donner des conseils. Qu'il fallait être patiente. Que les jeunes mariés se disputent toujours au début. Que c'est normal de chercher ses marques. Je répondais seulement oui, maman. Sans oser la regarder dans les yeux. Je ne peux pas accepter ça. Maman, pensais-je, ce n'est pas une simple dispute. Ils veulent la mort de papa. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, l'air était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Sylvie était assise sur le canapé, avec un visage plus sombre qu'un jour d'enterrement. Maxime était affalé sur le fauteuil d'à côté, les pieds sur la table basse et son portable à la main, les sourcils froncés, en me voyant. Sylvie a ricané avec mépris, et Maxime a murmuré. Voilà la sorcière. Je les ai ignorés et j'ai salué calmement. Bonsoir. Hugo n'est pas encore rentré. Sylvie a frappé violemment la table avec la télécommande. Ah. Tu oses rentrer et tu as encore le toupet de me dire bonsoir. Très bonne actrice. N'est-ce pas? Ce matin, tu m'as donné la carte avec une douceur angélique, et ensuite tu vas la bloquer en douce. Quelle bassesse. J'ai posé mon sac à main sur la table à manger. Je n'ai joué avec personne. Sylvie, je vous ai donné le code. Oui. Mais je n'ai jamais autorisé le retrait de 200 000 €. Vous aviez dit que vous alliez seulement les garder en sécurité. Mais vous êtes allé à la banque avec Maxime pour tout vider sans même m'en parler. Maxime s'est redressé d'un coup. Qu'est-ce que tu racontes? Cet argent appartient au foyer. Maman a tout à fait le droit de le gérer. Tu es ma belle-sœur, et je vais bientôt me marier. Si tu n'aides pas la famille, qui le fera? Ou alors tu comptais ramener ces 200 000 € chez tes parents? Ainsi, ils ne prenaient même plus la peine de faire semblant. Cet argent venait de mes parents. C'était un don manuel, reconnu par la loi comme un bien m'appartenant en propre. Cet argent est à moi. Ai-je dit d'une voix glaciale. C'est moi qui décide comment et pour qui l'utiliser. Le mariage de Maxime, c'est son problème. Le vôtre est celui d'Hugo. Pas les miennes. Espèce de petit effronté. A hurlé Sylvie, tremblante de rage, et me pointant du doigt. Après un seul jour dans cette famille, tu te prends déjà pour la reine. Pour qui tu te prends? Aide-moi. Pour qui tu me prends? C'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'est ouverte. Hugo est arrivé, le visage fatigué et livide. Sûrement après s'être fait réprimander au bureau pour le scandale de la banque. Que se passe-t-il ici? A-t-il soupiré en jetant sa sacoche et en desserrant sa cravate? Sa mère a instantanément commencé à pleurer et à crier « Hugo, regarde ce que ta femme ose dire. Elle dit que l'argent est à elle seule. Que cette famille ne la concerne pas. Elle nous a insultés. Ton frère et moi. Quelle malédiction d'avoir une belle-fille pareille. Maman, ça suffit, a crié Hugo. Puis il m'a regardé avec un mélange de colère et de lassitude. Chloé, tu vas trop loin. Tu as disparu toute la journée. Et maintenant tu fais pleurer ma mère. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est vraiment à moi que tu fais des reproches. Demande plutôt à ta mère et à ton frère ce qu'ils sont allés faire à la banque. Demande-leur qui a essayé de voler mon argent en cachette. Comment ça? En cachette. A rugi Hugo en élevant la voix. Écoute-moi bien. Tu t'es marié avec moi? Donc ton argent appartient aussi à notre foyer. Ne sois pas égoïste. Mes parents m'ont élevé. Maintenant, il est normal que nous aidions mon petit frère. Quel est le problème? J'ai senti quelque chose se briser au fond de moi. Le masque du mari doux et compréhensif venait enfin de tomber. Devant moi, il n'y avait plus l'homme qui disait m'aimer, mais le fils obéissant de Sylvie, le frère exemplaire de Maxime. Aider ton frère avec les 200 000 € de mes parents? Lui ai-je demandé d'une voix blanche. Ça suffit. A hurlé Hugo. J'en ai marre de tes caprices. Eh bien, je vais tout te dire. Maxime va se marier
et la famille de sa fiancée exige qu'ils aient leur propre appartement dans un beau quartier pour accepter le mariage. Maman avait prévu d'utiliser tes 200 000 € comme apport pour un grand appartement pour eux. Elle attendait juste de pouvoir retirer l'argent aujourd'hui. Et tu as tout gâché. J'ai lâché un rire sec et amer. Un appartement pour Maxime avec mes 200 000 €? Pardon. Vous croyez que cet argent tombe du ciel? Personne ne m'a rien demandé. Personne n'a pensé à moi. Vous pensiez tous que j'étais stupide et qu'en me disant simplement je le garde en sécurité. L'affaire était dans le sac. Sylvie, voyant qu'Hugo prenait son parti, est revenue à la charge. Qu'est-ce qui te prend? Tu es la belle-fille de cette maison. Ta place est ici. En plus de ton argent. Tu vas te comporter comme il se doit. Chloé, écoute-moi bien. T'es un. Tu te calmes. Demain tu vas à la banque. Tu débloques cette carte et tu me donnes cet argent. Je me charge de l'apport pour Maxime. S'il en reste, je verrai ce que j'en ferai. De deux? De deux quoi? L'ai-je coupé? De deux. Tu fais tes valises. Tu quittes cet appartement et c'est le divorce. Il n'y a pas de place ici pour les belles filles ingrates qui placent l'argent au-dessus de leur mari et de leur belle famille. J'ai regardé Hugo. Tu es aussi d'accord avec ça? Il a serré les mâchoires et n'a même pas osé soutenir mon regard. Il s'est détourné. Chloé, ne complique pas les choses. A-t-il dit? Présente tes excuses à ma mère. Demain, tu retires l'argent. Je te dédommagerai plus tard. Maxime est mon frère. Je dois le soutenir. Avec quoi vas-tu me dédommager? Avec ton salaire de 2 500 € par mois. Y ai-je lancé avec un calme effrayant. Hugo, écoute-moi bien. Ai-je continué? Pas un seul centime de ces 200 000 € ne sortira de mon compte. Pas un seul centime. Hugo est resté figé. Tu vas voir si tu oses. A-t-il défié? J'ai regardé Sylvie et Maxime. Si vous voulez acheter un appartement, travaillez pour l'avoir. Ne rêvez même pas d'un centime de ma poche. Je vous rappelle que cet argent est mon bien propre. Légalement. Sur ce, j'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers notre chambre. J'ai ignoré les appels d'Hugo, les insultes de Sylvie et les menaces de Maxime. J'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée à double tour. J'ai entendu Hugo frapper à la porte. Chloé. Ouvre. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir? Tu veux détruire notre couple. Ouvre cette porte. Je me suis laissé glisser au sol. Le dos contre le bois. C'est alors que les larmes ont commencé à couler. Je ne pleurais pas de peur ou de faiblesse. Je pleurais sur ma propre naïveté. J'avais fait confiance à la mauvaise personne. Je m'étais mariée avec un homme lâche qui place sa famille de sang au-dessus de tout le reste. Pour lui, une épouse n'est qu'un instrument, une source de revenus. J'avais prévu de lui parler de la maladie de mon père après le mariage. Nous aurions utilisé 50 000 € pour l'opération, et nous aurions gardé les 150 000 restants pour construire notre avenir ensemble. J'avais imaginé une vie. Et en un seul jour, il l'avait piétinée. Je me suis essuyé les larmes. Je ne pouvais plus pleurer. Mon père avait besoin de moi. Je ne pouvais pas perdre cette bataille. J'ai allumé l'enregistreur vocal de mon téléphone. Je savais que la nuit serait longue et que je devais rassembler des preuves. Des preuves du véritable visage de cette famille. Les coups à la porte sont devenus plus violents. Et la voix d'Hugo est passée de la supplication à la menace. Chloé, arrête tes conneries. Ouvre la porte. Tu m'entends? Si tu n'ouvres pas, je la défonce. Je savais qu'il n'oserait pas. Cet appartement, c'est moi qui l'ai acheté avant le mariage. Hugo n'a payé qu'une infime partie des meubles. S'il cassait la porte, il devrait payer les réparations. Cependant, je savais aussi que m'enfermer n'était pas la solution. J'avais besoin de parler. J'avais besoin de dire la vérité pour voir jusqu'où son vrai visage apparaîtrait. J'ai respiré un grand coup. J'ai lissé mes vêtements et j'ai éteint la lumière de la chambre. Ne laissant que la faible lueur du couloir filtrer sous la porte, j'ai vérifié que le téléphone enregistrait bien. Puis, lentement, j'ai déverrouillé la porte. Dès qu'elle s'est ouverte,
Hugo a trébuché à l'intérieur. Il ne s'attendait pas à ce que je cède si vite. Il m'a regardé. Surpris. Je suis resté les bras croisés, le fixant intensément. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire? J'ai déjà pris ma décision. Cet argent, je ne le donnerai pas. Hugo m'a dévisagé avec un mélange complexe de colère, d'incompréhension et de calcul. Il n'a pas avancé vers moi, mais a changé de ton et s'est laissé tomber sur le bord du lit, se frottant le visage de frustration. Chloé, pourquoi es-tu si têtue? Ta mère est dehors, au bord des larmes. Ton frère est stressé. Et tu vas ruiner notre foyer comme ça. Tu veux vraiment que notre famille vole en éclats pour une histoire d'argent dès le 2e jour de notre mariage? J'ai ri avec sarcasme. La famille, c'est ça que tu appelles une famille. Ai-je dit? La famille, c'est quand ta mère et ton frère viennent exiger toutes les économies de ton épouse, le lendemain des noces. La famille, c'est quand le mari se range du côté de sa mère pour forcer sa femme à cracher 200 000 € afin d'acheter un appartement à son petit frère. Ce n'est pas forcé, a-t-il répliqué précipitamment. Ma mère voulait juste le garder en sécurité. Et aider mon frère n'a rien de scandaleux. C'est toi la belle-sœur qui refuse de faire un effort. Tu te comportes de manière égoïste. Égoïste, ai-je répété en laissant le mot claquer dans le silence. Ma voix tremblait de rage. Hugo, tu dis que je suis égoïste. Sais-tu seulement ce que représentent ces 200 000 €? As-tu une seule fois demandé à quoi cet argent devait servir? Ou bien, à tes yeux, l'apport de ton épouse n'est là que pour renflouer la famille Laurent? Hugo s'est tendu. Il m'a regardé avec insistance. À quoi d'autre cela servirait-il? Cet argent est pour nous. Mais si mon frère en a besoin pour se lancer, on lui avance. On l'aide d'abord et on reconstruit notre épargne ensuite. Je suis le fils aîné. J'ai des devoirs. Je l'ai regardé et j'ai ressenti de la pitié. De la pitié pour lui. De la pitié pour moi. Écoute-moi bien. Ai-je articulé sans la moindre émotion. Ces 200 000 € ne sont pas de l'argent de poche. Ce n'est pas pour acheter des appartements, des voitures ou pour faire crédit à quiconque. J'ai fait une pause, plantant mon regard dans le sien. C'est l'argent pour la chirurgie cardiaque qui sauvera la vie de mon père. Les mots « sauver la vie de mon père » ont résonné clairement et fermement dans la chambre plongée dans la pénombre. Le petit sourire arrogant d'Hugo s'est figé. Il a scié plusieurs fois, comme s'il avait entendu une absurdité. « Qu'est-ce que tu as dit » a-t-il balbutié. « Tu viens de dire que ton père est gravement malade du cœur. » J'ai serré les poings, laissant mes larmes couler de nouveau. Le cardiologue dit qu'il a besoin d'un triple pontage coronarien en urgence. Sinon, il peut mourir d'un instant à l'autre. Le coût de l'opération en clinique privée, des médicaments, de la réanimation, tout s'élève à 50 000 €. Les 150 000 restants sont pour que mes parents aient une retraite digne. Car après cette chirurgie, mon père ne pourra plus jamais travailler. C'est la raison pour laquelle mes parents ont rassemblé les économies de toute leur vie et l'argent que je leur avais envoyé pour me le confier. Parce qu'ils me faisaient confiance. Parce qu'ils avaient confiance en leur gendre. Hugo. Pour m'aider à veiller sur eux. J'ai lâché un sanglot. Et toute la rage contenue a débordé. Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Toi. Ta mère. Ton frère. Vous aviez prévu de voler ces 200 000 €? Vous vouliez utiliser l'argent destiné à sauver mon père pour acheter un bel appartement à votre fils favori. Avez-vous encore une once d'humanité? Je me suis effondrée en cachant mon visage dans mes mains. Je ne voulais pas pleurer devant lui. Mais je n'ai pas pu me retenir. Hugo est resté pétrifié pendant quelques secondes. Puis il s'est précipité vers moi. Paniqué. Il s'est accroupi, essayant d'écarter mes mains. Mon Dieu. Chloé. Ton père est si malade. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Sa voix était remplie d'effroi et de remords. Il m'a prise dans ses bras et a tenté de me consoler. Pardonne-moi. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Ma mère ne savait pas non plus. Et Maxime non plus. Nous pensions que c'était simplement un don pour notre mariage. Pardonne-moi.
Chloé. J'ai levé mon visage baigné de larmes et je l'ai regardé. Quel comédien? Il jouait tellement bien la comédie. Ce visage affligé. Cette voix tremblante, chargée de culpabilité. Si nous étions hier, je l'aurais être cru. Mais après ce qui s'était passé à la banque, après la façon dont il m'avait hurlé dessus, je ne croyais plus en rien. Il feignait la surprise. Comme je m'en doutais. Un mari qui aime vraiment sa femme, en apprenant que son beau-père est à l'article de la mort, demanderait tout de suite dans quel hôpital il se trouve et comment il va. Il ne commencerait pas par se justifier. Je ne savais pas. Ma mère ne savait pas. Répétait-il. Pardonne-moi. J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû. Je l'ai repoussé doucement, essuyant mes larmes avec froideur. Il est trop tard. Tu n'as plus besoin de jouer la comédie. Je suis épuisée. Je ne joue pas. S'est-il empressé de clarifier. Je suis sous le choc. Je dois aller parler à ma mère immédiatement. Si elle apprend que cet argent est pour sauver ton père, elle ne le réclamera plus jamais. Fais-moi confiance. Je vais tout lui expliquer. Il s'est levé. L'air déterminé. Comme s'il partait accomplir une mission sacrée. Restez ici. Je vais parler à maman et tout clarifier. Elle comprendra. Attends-moi. Sur ce, il est sorti de la chambre en coup de vent. Je l'ai regardé s'éloigner. Il n'a même pas fermé la porte. Je me suis assise par terre, et j'ai lâché un rire amer. Expliquer à sa mère. Ou plutôt courir planifier une nouvelle stratégie. Et lui demander de jauger. Si je disais la vérité. Je n'ai pas éteint l'enregistreur. Je savais que la meilleure scène restait à venir. 5 minutes plus tard. De l'extérieur. J'ai entendu Hugo chuchoter. Puis Sylvie élever la voix. Qu'est-ce que tu racontes? Puis la voix de Maxime a retenti. Malade. C'est impossible. Et soudain, la porte de ma chambre s'est ouverte avec fracas. Sylvie est entrée d'un pas lourd, suivie d'Hugo et de Maxime. Hugo essayait de retenir le bras de sa mère. Maman. Calme-toi. Laisse-la s'expliquer. A-t-il tenté? Taïstoi. A répliqué Sylvie, en repoussant son fils et en marchant droit sur moi. J'ai eu le temps de me lever et de reculer de quelques pas. Le téléphone toujours en train d'enregistrer dans ma main. Elle m'a toisé de la tête aux pieds. Ses yeux étaient comme des poignards. Je te le demande. A-t-il dit. Qu'est-ce que tu as raconté à Hugo sur ces 200 000 € qui serviraient à opérer ton père? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui. C'est la stricte vérité. Mon père souffre d'une grave pathologie cardiaque et a besoin d'une intervention d'urgence. Tu as inventé tout ça. A hurlé Sylvie de sa voix stridente. Tu crois vraiment que je vais gober ce mensonge? J'ai de l'expérience. Ma petite, tu ne m'embobineras pas avec tes histoires. Tu as vu que Maxime a besoin d'argent pour se loger. Tu as eu peur de perdre ton petit pactole et tu as inventé que ton père est mourant pour tout garder pour toi. C'est ça. Je suis restée pétrifiée. J'avais pensé qu'il pourrait douter. Mais je n'imaginais pas qu'elle prononcerait des mots aussi venimeux. Maman. Pourquoi dis-tu une chose pareille? Est intervenu Hugo précipitamment. C'est sûrement vrai. Maman. Elle ne plaisanterait pas avec un sujet aussi grave. Tu es aussi bête qu'elle. A rétorqué Sylvie en se tournant vers son fils. Tu crois que je vais avaler ça? Quelle maladie du cœur? Quelle clinique? Où sont les devis médicaux? Je n'ai même pas vu ce vieillard tousser une seule fois. Et d'un coup, on nous sort une chirurgie à 200 000 €. Maxime. Les bras croisés. Appuyé contre le cadre de la porte. A froncé les sourcils avec dédain. Maman a raison. C'est de la pure comédie. Si son père était vraiment à l'article de la mort, aurait-elle eu la tête à se marier? Elle est juste jalouse à l'idée que je reçoive un bel appartement, et elle veut tout faire capoter. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de pure fureur. Vous avez le droit de ne pas me croire. Mais c'est la vérité. J'ai les dossiers médicaux si vous voulez les voir. Mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est que vous ne touchiez pas à cet argent. Oh,
Mon Dieu. Sylvie s'est tapée sur la cuisse. Et elle continue de feindre. Regarde. Hugo. Qui as-tu fait entrer dans notre famille? Maintenant? Écoute-moi bien. Chloé. Que ton père soit vraiment malade ou non? Je m'en moque. Même s'il l'est. L'opération ne coûtera que 50 000 euros. Pas vrai. N'est-ce pas ce que tu viens de dire? Mon cœur s'est serré. Que voulez-vous dire? Sylvie. Ai-je demandé? Ce que je veux dire. A souri Sylvie avec mépris. C'est que notre famille a aussi des urgences. Le mariage de Maxime et son logement, c'est l'affaire de toute une vie. Prends 50 000 euros pour soigner ton père. Et donne-moi les 150 000 restants. Je m'occuperai de l'appartement de ton frère. Comme ça, tout le monde est gagnant. Tu as de l'argent pour le chirurgien. Notre famille a de l'argent pour l'appartement. Et tu restes une belle fille respectable. Tu vois comme je suis raisonnable. J'ai reculé d'un pas, la dévisageant comme si j'avais un monstre devant moi. Hugo était également abasourdi. Maman, pourquoi tu ne dis rien? A demandé Sylvie en ignorant Hugo. Tu es l'aîné? Ne sois pas stupide. Elle a dit que 50 000 suffisait. Alors prendre les 150 000 restants est parfaitement équitable. Ou comptes-tu la laisser ramener le reste chez ses parents? Qu'avons-nous à y gagner? Je n'en croyais pas mes oreilles. Ces mots venaient d'une mère. De la future grand-mère de mes potentiels enfants. Non. Il en est hors de question. Ai-je dit d'une voix étrangement calme. Le téléphone dans ma main continuait de tout enregistrer avec une clarté parfaite. J'ai dit que 50 000 euros paieraient la clinique et que 150 000 assuraient les vieux jours de mes parents. Je ne vous donnerai pas un seul centime. Comment oses-tu? Ses yeux se sont écarquillés. Si tu ne donnes pas cet argent, tu dégages de cette maison et c'est le divorce immédiat. Je te laisse le choix. Maman. Tu es injuste, a fini par crier Hugo. Non pas pour me défendre, mais par peur que la situation dégénère. Laisse-moi lui parler. Il n'y a rien à discuter. Est intervenu Maxime depuis l'entrée de la chambre. Maman a raison. Soit elle te donne les 150 000. Soit c'est le divorce. C'est aussi simple que ça. A déclaré Sylvie en hochant la tête. Une femme de cette espèce ne pense qu'à sa famille d'origine. Elle n'en a rien à faire de la famille de son mari. À quoi bon la garder? Elle ne fait qu'encombrer l'appartement. Oui. Le divorce. Si tout n'est pas espace. Demain on lance la procédure. Je veux bien voir quel homme voudra d'une femme comme toi. Avec tes 200 000 euros. Ou si tu comptes rester célibataire pour torcher ton père toute ta vie. J'ai regardé les 3 personnes qui me faisaient face. Une mère cupide et cruelle. Un beau-frère paresseux et envieux. Et un mari lâche et inutile. Planté au milieu, sans oser prendre la défense de sa femme. Uniquement inquiet de voir l'image de sa famille écornée. J'ai arrêté l'enregistrement. C'était suffisant. Ces preuves étaient plus que suffisantes. J'ai pris une grande inspiration. Très bien. Ai-je dit? Si vous voulez le divorce, ce sera le divorce. Mais retenez bien ceci. Et j'ai levé mon téléphone. Toutes vos paroles. Depuis le moment où vous exigiez les 150 000 euros jusqu'à vos menaces de divorce, ont été enregistrées. Les 3 se sont figés. Le visage de Sylvie est passé du rouge pivoine au blanc cadavérique. Hugo a bégayé. Tu as enregistré? Oui. J'ai enregistré. Je ne voulais pas en arriver là. Mais vous m'y avez obligé. Ai-je répondu d'une voix de glace. Maintenant, je vous prie de sortir de ma chambre. J'ai besoin de calme. Et je le répète. Pas un seul centime de cet argent ne vous reviendra. Demain, j'irai à la banque. Sylvie a ouvert la bouche pour hurler. Mais Maxime l'a retenue. Maman. Elle a vraiment enregistré. Hugo me fixait avec incrédulité. Un mélange de colère et de terreur peignant ses traits. Il savait que si cet enregistrement fuyait, sa carrière dans son entreprise était ruinée. Je n'ai pas ajouté un mot. J'ai refermé la porte et l'ai verrouillée à nouveau. Cette fois, il n'y a pas eu de coup. Juste les murmures affolés de Sylvie dans le salon.
Ils avaient peur. Je me suis assise, les mains tremblantes, mais l'esprit parfaitement clair. Je savais ce que je devais faire. La contre-attaque avait commencé. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Adossé à la tête de lit, j'ai écouté tout ce qui se passait de l'autre côté de la cloison. Les chuchotements de Sylvie. Hugo et Maxime ont duré jusqu'à très tard. De temps en temps, la voix de Sylvie s'élevait sous le coup de la colère, pour être aussitôt réprimandée par Hugo et Maxime. Ils n'osaient pas faire d'esclandre. Ils redoutaient l'enregistrement que je détenais. Je ne pouvais pas dormir non plus à cause de l'inquiétude pour mon père. Le lendemain serait une journée décisive. Je devais transférer les fonds en lieu sûr. Le blocage de la carte n'était qu'une mesure provisoire. En me présentant au guichet, je pourrais la débloquer sans problème. Et Sylvie le savait très bien. À l'aube, quand le silence est enfin retombé, j'ai pu fermer les yeux un bref instant. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil, sans me sentir épuisée ni abattue. Hier soir, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Aujourd'hui, je devais agir. Je suis entrée dans la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir. J'avais les yeux gonflés, les traits tirés. « Chloé, tu ne peux pas abandonner. » Me suis-je dit. J'ai pris une longue douche brûlante. Ensuite, j'ai ouvert ma garde-robe. J'ai choisi une robe en soie beige, élégante et professionnelle, que je portais pour les grandes occasions. J'ai appliqué un maquillage léger pour cacher mes cernes. Et j'ai mis le rouge à lèvres le plus intense que je possédais. Je voulais paraître rayonnante. Invincible. Je n'étais pas une victime. Une fois prête, j'ai vérifié mon sac, mes papiers d'identité, mon téléphone, et le relevé d'identité bancaire du compte de ma mère, Madame Bernard, que j'avais préparé en secret. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. Le salon était d'un silence de mort. Tous les trois étaient déjà réveillés. Sylvie était assise sur le canapé, les traits marqués par une nuit blanche. Maxime était affalé, l'air blasé, et Hugo s'est levé d'un bond en me voyant. « Chloé, tu es réveillée. Où vas-tu » Sa voix était nerveuse. Il m'évaluait. Il n'osait plus crier. Je l'ai regardé et j'ai dit simplement « Je vais à la banque ». Ces quelques mots ont explosé comme une bombe à retardement. Sylvie a bondi. « Tu vas à la banque ? Tu as enfin compris. Tu vas retirer les 150 000 € pour nous. N'est-ce pas ?» J'ai souri. Un sourire qu'il n'avait sûrement jamais vu sur mon visage. Sylvie et Maxime s'en moquaient bien. « C'est vrai », a demandé Maxime en se redressant. « Tu vas nous virer les fonds et effacer l'enregistrement. Si tout se passe bien aujourd'hui. » Ai-je dit d'un ton léger. Il se pourrait que j'efface le fichier par accident. Les yeux de Sylvie se sont illuminés et son attitude a radicalement changé. Ah, merveilleux. Je savais que ma belle-fille était une femme raisonnable. Chloé, here. Je me suis un peu emportée. Ne m'en tiens pas rigueur. Hugo. Maxime. Accompagnez-la vite à l'agence. Hugo a soupiré de soulagement. Oui. Je t'y emmène. Chloé. Comme ça. Notre famille retrouvera la paix. J'ai balayé l'air de la main. Ce n'est pas la peine. Je peux y aller seule. Moi aussi. Moi aussi. A insisté Sylvie. Laisse Hugo t'accompagner. Gérer de telles sommes. C'est dangereux. J'ai regardé Hugo et j'ai acquiescé. Très bien. Tu m'emmènes. Mais je te préviens qu'à la maison, je ne parlerai qu'avec toi. Ta mère et Maxime ne doivent pas s'en mêler. Sylvie a accepté immédiatement. Oui. Oui. Je reste à la maison. Je vais vous cuisiner un bon petit plat pour votre retour. Maxime reste aussi. Elle a poussé Hugo avec enthousiasme. Il a pris ses clés et m'a ouvert la portière de la voiture avec la galanterie d'un parfait gentilhomme. Pendant le trajet, Hugo essayait de briser la glace. Chloé, pardonne-moi pour hier. Maman voulait juste le bien de Maxime. Tu comprends la réaction d'une mère ? Non. Je n'ai rien répondu.
me contentant de regarder par la fenêtre. Efface bien cet enregistrement. M'a-t-il averti. C'est risqué de le garder sur ton téléphone. Imagine qu'on te le vole à la banque. Il s'est tu et a accéléré. Nous sommes arrivés à mon agence bancaire, où j'étais une cliente privilégiée. Le directeur de l'agence, qui avait eu des sueurs froides la veille à cause de Sylvie, est sorti en personne pour m'accueillir. Bonjour, madame. Il y a eu un léger malentendu hier. J'ai souri. Aucun problème. Je viens pour une opération. Je souhaite lever l'opposition sur ma carte et gérer mon compte. Bien sûr. Je vous en prie. Passez dans le bureau privé. Hugo m'a suivi comme une ombre, s'asseyant à mes côtés, les mains croisées, visiblement nerveux. La conseillère a entamé la procédure. Madame, votre compte est débloqué. Le solde est exactement de 200 000 €. Souhaitez-vous effectuer un virement? Le cœur d'Hugo battait à tout rompre. Il a dégluti difficilement. Combien souhaitez-vous transférer? Madame. J'ai regardé la conseillère, puis Hugo, qui retenait son souffle. J'ai fait mon plus beau sourire. Je veux virer la totalité. Les 200 000 €. Tout le solde. La conseillère a paru surprise et Hugo s'est presque levé de sa chaise. Oui. Transférez les 200 000 € sur ce compte. Ai-je dit en lui tendant le relevé d'identité bancaire de ma mère? Le compte de Madame Bernard. Le visage d'Hugo a perdu toutes ses couleurs. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? À qui appartient ce compte? Tu avais parlé de 150 000 €. Je l'ai regardé avec le même sourire implacable. J'ai dit que j'effacerais la piste audio si tout se passait bien. Ai-je dit que je te donnerais 150 000 €? Je t'ai manipulé. Hugo. Je n'ai fait qu'apprendre des méthodes de ta famille. Ai-je répondu calmement. Je te prie de garder le silence pendant que je termine cette transaction. Je me suis tournée vers la banquière qui nous observait avec une confusion évidente. Procédez. Lui ai-je dit avec assurance. Transférez la totalité. Hugo ressemblait à une bête acculée. Il ne pouvait pas croire que sa femme, cette femme discrète et silencieuse, soit devenue si froide et impitoyable en seulement 2 jours. Il s'est jeté vers moi pour tenter de m'arracher le stylo. Chloé. Tu es dingue? Ne fais pas ça. Arrête. Mais avant qu'il ne puisse me toucher, son bras a été bloqué en l'air par un agent de sécurité en uniforme. Le directeur de l'agence, qui observait la scène depuis la porte, lui avait fait signe. Le directeur a pris la parole d'un ton martial. Monsieur, ceci est un bureau confidentiel. Notre cliente effectue une opération sur son compte personnel. Les documents sont parfaitement en règle. Je vous demande de rester calme. Si vous continuez de perturber l'entretien, je devrais vous prier de quitter les lieux. Hugo s'est figé, regardant le vigile, le directeur, puis moi. Il était piégé. Il ne pouvait pas m'agresser ici. Il y avait des caméras dans tous les coins. Très bien. A-t-il grogné entre ses dents? Félicitations. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai signé le dernier bordereau de virement avec une sérénité totale. C'est fait. Ai-je dit? La conseillère a acquiescé et a tapé sur son clavier. Veuillez patienter un instant. Le système valide la transaction. L'atmosphère était étouffante. On n'entendait que le cliquetis des touches et la respiration saccadée d'Hugo, chargé de fureur. Il savait qu'il avait perdu et qu'il ne pouvait rien faire. Tremblant de rage, il a sorti son téléphone. Tu vas le regretter. Chloé, je te le jure, tu vas le regretter. A-t-il marmonné en composant un numéro. Maman. Elle m'a eu. Elle nous a tous eus. Elle est à la banque et elle vire tout l'argent. Même sans le haut-parleur. Je pouvais entendre les cris hystériques de Sylvie à l'autre bout de la ligne. Un mélange de rage et de désespoir. Va à la banque tout de suite, hurlait-elle. C'est trop tard, maman. Elle a transféré les 200 000. Il ne reste pas un centime. Mon Dieu. La conseillère a levé les yeux de son écran. Madame. L'opération est validée. Les 200 000 € ont été crédités sur le compte de Madame Bernard.
Voici votre reçu. J'ai pris le papier. Ce bout de papier qui représentait ma liberté. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai rangé dans mon sac. Je me suis levée. J'ai adressé un sourire au directeur et j'ai dit « Merci pour votre efficacité. Désolé pour ce désagrément. Je vous en prie. » A-t-il répondu poliment. « C'est notre métier. Bonne journée à vous. » Madame. J'ai tourné les talons. Hugo continuait d'aboyer dans le téléphone. « Vous êtes déjà là? » Maman. Vite. Elle s'en va. J'ai marché dans le couloir de l'agence. Traversant les grandes halls, je ressentais une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Le fardeau des 200 000 €. Le fardeau de ma belle famille. L'angoisse pour l'opération de mon père. Enfin, les choses rentraient dans l'ordre. Les fonds étaient en sécurité. Mon père allait être sauvé. À peine avais-je poussé la porte vitrée pour sortir que le chaos a éclaté. Un taxi a pilé net devant l'établissement et la portière s'est ouverte violemment. Sylvie a jailli de la voiture comme une furie. Les cheveux ébouriffés. Le visage cramoisi. Les yeux exorbités. Maxime la suivait de près. Il venait de recevoir l'appel d'Hugo et n'avait visiblement pas perdu une seconde, sans même payer la course. La vieille femme a foncé sur moi en hurlant. « Sale garce. Arrête-toi tout de suite. » L'agent de sécurité s'est interposé. « Madame, vous ne pouvez pas entrer ainsi. » Mais elle l'a repoussé avec une telle force que le pauvre homme a failli tomber. Elle s'est plantée devant moi, le visage déformé par la haine, à quelques centimètres seulement. Hugo est sorti en courant pour nous rejoindre. Sylvie respirait avec peine. « Allez-t'en » en pointant son doigt vers mon visage, mais elle tremblait tellement qu'elle n'arrivait pas à articuler. « Où est mon argent » a-t-elle bégayé. Je me suis redressée, toisant la femme qui avait voulu sacrifier la vie de mon père. Ma voix était forte, assurée, résonnant dans le hall de la banque qui commençait à attirer les badauds. « Sylvie, l'argent a été viré. Qu'est-ce que tu dis » a-t-elle réussi à prononcer. Abasourdie. Pour que les choses soient claires. J'ai transféré l'intégralité des 200 000 € sur le compte de ma mère. Cet argent est exclusivement réservé à la chirurgie de mon père. Un silence pesant est tombé. 1 seconde. 2. L'air semblait s'épaissir. Sylvie a écarquillé les yeux. Sa bouche s'est ouverte. Mais aucun son n'en est sorti. 200 000 € ont été les seuls mots qu'elle a pu former. Puis, comme une marionnette dont on vient de couper les fils, elle a commencé à vaciller. Mon argent. L'appartement de Maxime. Ses yeux se sont révulsés et elle s'est effondrée lourdement sur le sol en marbre. Évanouie. Maman. A hurlé Maxime en courant pour la rattraper. Le hall de la banque a sombré dans la confusion. Les gens s'approchaient. Mon Dieu. Elle a fait un malaise. Appelez les pompiers. Maxime m'a foudroyé d'un regard chargé de haine. Criminel. Tu as failli tuer ma mère. Hugo m'observait aussi, mais son expression n'était plus colérique. Elle était vide. Une terreur absolue. Je n'ai pas ajouté un mot. J'ai tourné les talons. J'ai poussé la porte vitrée et je suis sortie. Le soleil matinal m'a ébloui un instant. Mais je n'ai ressenti ni froid ni peur. Je me suis dirigée vers une station de taxi et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener à la clinique où m'attendait mon père. Je ne suis pas rentrée à l'appartement. À la clinique, j'ai réglé les frais d'admission pour la chirurgie et j'ai signé tous les documents requis. J'ai regardé ma mère tenir le devis de 50 000 €. Désormais acquittée. Elle sanglotait. « Chloé, tu as dû affronter la famille de ton mari pour ça. » A-t-elle dit à travers ses larmes. J'ai pris sa main. « Maman, ne t'inquiète de rien. Je m'occupe de tout. La seule chose qui compte maintenant, c'est que l'opération de papa se passe bien. Le reste n'a aucune importance. » Je suis restée à la clinique jusqu'à la fin de l'après-midi, jusqu'à ce que mon père soit préparé et emmené en bloc opératoire. Je l'ai encouragé. Tout ira bien. Papa, la situation est sous contrôle.
Voir la confiance dans ses yeux m'a confirmé que tout ce que j'avais enduré en valait la peine. Quand je suis retournée à notre appartement, il faisait déjà nuit. Les pièces étaient froides, plongées dans l'obscurité. Et les chaussures d'Hugo traînaient toujours dans l'entrée. Il était rentré. J'ai allumé la lumière du salon. Hugo était assis dans la pénombre sur le canapé. Sans un regard pour moi. Devant lui, sur la table basse, trônait une bouteille de whisky à moitié vide, dégageant une forte odeur d'alcool. Je n'ai rien dit. Je suis allée directement dans le bureau. Je savais qu'aujourd'hui marquerait la fin. J'ai allumé mon ordinateur. J'avais déjà un fichier prêt depuis longtemps. Ma requête en divorce pour faute. J'ai commencé à taper. Ajustant les détails sur la répartition des biens. Rien de compliqué. J'avais acheté l'appartement seul avant le mariage. Hugo n'avait mis que 5 000 € pour l'ameublement, que je comptais lui restituer. J'avais acheté la voiture après notre mariage. Elle était à mon nom. Mais il l'utilisait aussi. Je n'en avais pas besoin. Je lui laissais. Je voulais juste sortir de cette mascarade au plus vite. Motif du divorce. Faute grave et tromperie. L'époux s'est ligué avec sa famille pour extorquer et s'approprier les biens propres de l'épouse acquis par donation avant le mariage. Ces fonds, d'un montant de 200 000 €, étaient destinés à l'opération de chirurgie cardiaque vitale du père de l'épouse. J'ai rédigé chaque mot avec calme et lucidité. J'étais sur le point de lancer l'impression quand Hugo a titubé dans la pièce. Son visage était rougeau. Ses yeux vitreux d'alcool et de fureur. « Tu es rentré ?» a-t-il ricané avec un sourire tordu. Un sourire glaçant. Je ne lui ai pas répondu. Ma mère a dû être hospitalisée d'urgence aux urgences. Sa tension a grimpé en flèche. Elle a failli faire un accident vasculaire cérébral. Tu es contente maintenant. J'ai fait pivoter mon fauteuil pour lui faire face. Tu as fini ton discours. Si toi as fini. Pousse-toi. Imprimer quoi? A-t-il dit en plissant les yeux. Et il s'est jeté vers l'écran. Il a lu les mots requête en divorce. Son visage s'est crispé. Le divorce. Tu oses demander le divorce. Et pourquoi? S'il te plaît. Je ne lui ai pas répondu. Son corps tremblait de rage. Mais soudain, une idée a semblé traverser son esprit embrumé. Il a lâché un rire sardonique. Ah. Très bien. Tu veux divorcer? Parfait. Il a titubé jusqu'au salon. Fouillant frénétiquement dans sa sacoche, il en a sorti une liasse de papier qu'il m'a jetée au visage. Tu veux divorcer? Signe ça. J'ai déjà tout préparé. J'ai ramassé une feuille par terre. C'était effectivement une convention de divorce par consentement mutuel. Peut être que lui ou sa mère l'avaient préparée en avance. Signe. A-t-il rugi en m'agrippant par le col de mon chemisier. Mais avant de signer, tu me vires les 150 000. Je te laisse 50 000 pour soigner ton père. Comme l'a dit ma mère. Tu me donnes le reste et on signe. Sinon. Sinon quoi? Et je rétorquai en repoussant sa main avec force. Tu vas me frapper. Frappe-moi. Essaye. Et j'appelle la police sur le champ. J'ajouterai violence conjugale à ma plainte. Hugo s'est figé. Il savait que je ne plaisantais pas. Je l'ai fusillé du regard le plus méprisant que je pouvais arborer. Tu crois que tu as encore le contrôle? Qu'avec un bout de papier tu vas m'extorquer de l'argent? J'ai éclaté d'un rire dédaigneux. Hugo, tu as choisi ta mère et ton frère. Tu as choisi l'appartement de Maxime plutôt que la vie de mon père. Tu t'es rangé de leur côté quand ils m'ont humilié. À partir de cette seconde, toi et moi avons cessé d'être mari et femme. Je me suis tournée vers l'imprimante et j'ai appuyé sur le bouton. L'appareil s'est mis à bourdonner lentement. Je ne signerai pas ta demande. My story. Tu vas signer la mienne. J'ai sorti le document fraîchement imprimé. Ta version parle de différends irréconciliables. La mienne parle de tentative d'extorsion et d'abus de confiance. J'ai brandi mon téléphone. Tu as 2 options. La première. Tu signes ma convention. Nous divorçons à l'amiable. Tu gardes la voiture. Je garde l'appartement. Je te rembourse tes 5 000 € d'apport, et chacun part de son côté. Et l'autre option? A-t-il demandé d'une voix étranglée.
J'ai tapé sur mon écran et j'ai ouvert un fichier audio. Ou alors, j'envoie cet enregistrement à tous tes collègues, à la direction de ton entreprise et à toute ta famille élargie, pour qu'ils sachent à quel point le fils aîné des Laurent est un homme exemplaire, tellement dévoué qu'il a laissé mourir son beau-père pour racketter sa femme et acheter un logement à son frère. Le teint d'Hugo est devenu livide. Les effluves d'alcool semblaient s'être dissipés par magie. Il savait pertinemment que sa carrière, sa réputation, tout ce qu'il avait bâti tenait dans ce petit fichier audio. Tu as choisi la cupidité de ta famille. Lui ai-je asséné. Moi. J'ai choisi mon père et ma dignité. Hugo est resté cloué sur place. Le regard dans le vide. Toute son agressivité s'était évaporée, remplacée par une panique totale. Il savait que je ne bluffais pas. Si cette bande fuyait, il perdrait non seulement son emploi, mais aussi le respect de tous. Chloé. A-t-il chevroté? Soudain suppliant. Ne fais pas ça. Yeten priait. Je suis désolée. J'ai dérapé. C'était l'idée de ma mère. Elle m'a mis la pression. J'étais juste hors de moi. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu es ma femme. Je n'aurais jamais pu. Il s'est approché. Tentant de me prendre la main, j'ai reculé, le jaugeant avec méfiance. Chloé, crois-moi. A-t-il insisté en passant nerveusement la main dans ses cheveux, affichant un masque de contrition absolue. Je viens tout juste de l'hôpital. Ma mère regrette amèrement. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle a dit qu'elle avait commis une grave erreur et qu'elle n'aurait jamais dû te pousser à bout. Je me suis contentée de l'observer en silence pendant qu'il simulait ses remords. Regretter. Une femme comme Sylvie. Avoir des remords. Dans ce cas, retourne immédiatement à l'hôpital. Lui ai-je ordonné froidement. Dis à ta mère de m'appeler pour me présenter ses excuses. Qu'elle dise de sa propre bouche qu'elle ne veut plus de cet argent, et qu'on en finisse. Hugo a pris un air solennel, comme s'il prenait la décision de sa vie. Je vais retourner lui parler tout de suite. Je lui dirai de s'excuser. Qu'elle renonce à cet argent. Reste hitch. Chloé, ne fais rien d'irréparable. Yeten priait. Attends-moi, je te le promets. Je vais régler ça. Il s'est levé en chancelant, cherchant son manteau. À cet instant précis, une idée m'a traversé l'esprit. Je possédais un dictaphone minuscule, de la taille d'un bouton, que j'utilisais souvent lors de congrès professionnels. Je savais qu'ils n'allaient pas en rester là. Ils avaient sûrement encore des coups bas en réserve. Ce que je possédais suffisait pour le divorce, mais si je voulais vraiment les anéantir, j'avais besoin de preuves supplémentaires. Dans sa hâte, Hugo a fait tomber ses clés de voiture. Malédiction. A-t-il pesté en se baissant pour les ramasser? J'ai été rapide. J'ai sorti le micro espion de mon tiroir. Je l'ai allumé, et je l'ai glissé discrètement dans la poche intérieure de sa veste. Celle où il rangeait toujours son paquet de cigarettes. Le minuscule appareil a disparu dans la doublure. You weiß, a-t-il lancé. Les clés en main. Ne tardez pas. Lui ai-je répondu sans le regarder. Il est sorti en trombe, claquant la porte derrière lui. Je suis resté dans le bureau. Calme et sereine. Je n'ai pas touché aux documents de divorce éparpillés sur la table. Au lieu de cela, j'ai ouvert une application sur mon téléphone. Le dictaphone était équipé du Bluetooth et d'un traceur. Sur l'écran, j'ai vu un petit point rouge se déplacer. Comme je m'en doutais, il ne se dirigeait pas vers chez ses parents, mais tout droit vers les urgences où Sylvie avait été admise. Je me suis assise. J'ai mis mes écouteurs connectés au micro caché dans la veste d'Hugo. J'ai entendu le rythme précipité de ses pas dans les couloirs de l'hôpital. Sa respiration saccadée. Une porte de chambre qui s'ouvrait. Puis la voix d'Hugo. « Maman, tu es réveillée. » A-t-il lancé? La voix brisée. Que s'est-il passé? Une voix désinvolte a répondu, avec ce même ton paresseux caractéristique. Qu'est-ce qu'il y a? Le feu. Pourquoi tout ce remue-ménage? C'était Maxime, fidèle à lui-même. Aide là. Comme une déflagration. J'ai entendu Hugo crier. Le divorce?
C'est le divorce. Chloé a tout enregistré. J'ai entendu le grincement d'un lit d'hôpital. Quelqu'un qui se redressait avec effort. Tu as dit quoi? Qu'elle a enregistré. A demandé Sylvie. Enregistré quoi? Que je voulais la forcer à nous céder les 150 000 pour ton appartement. Et qu'elle allait divorcer. Qui a enregistré? Quoi? À partir de ce moment, tout le complot ourdi dans cette chambre d'hôpital a été gravé sur mon téléphone. J'ai entendu Sylvie, dont la voix étonnamment vigoureuse trahissait son faux malaise. Parler de manière froide et calculatrice. Elle a tout enregistré. La petite garce a donc appuyé sur le bouton pendant que je lui mettais la pression. Hugo, paniqué, a tenté de justifier l'injustifiable. Non. Non. Maman. Mais sa voix tremblait. Il savait que ce qui venait de se produire était fatal si cela s'ébruitait. Ils étaient démasqués dans leur tentative d'extorsion des fonds destinés à l'opération de mon père. Hugo s'est mis à pleurnicher. Il a répété mes menaces, expliquant que je voulais tout diffuser à son entreprise, à toute sa famille, que je demandais le divorce pour faute grave, extorsion et tentative de vol. Quoi? A lâché Maxime. Soudain sérieux. Tu es sérieux là? Elle veut te faire virer. Mais si tu perds ton poste, on fait comment? Comment on va acheter mon appartement? Hugo a hurlé. Je n'arrive même pas à sauver ma propre peau. Et tu me parles de ton appartement. J'ai monté le volume. Et à travers l'écouteur, j'ai entendu le ton cinglant de Sylvie. Je savais que cette fille n'était pas nette. Je l'ai bien vue à la banque ce matin. Avec sa petite mine innocente, elle a osé nous la faire à l'envers. Et maintenant on fait quoi? Eh oh! A bégayé Hugo. Maman, il faut que tu la convainques. Dis-lui que tu vas t'excuser. Fais en sorte qu'elle ne diffuse pas cet audio. S'il te plaît, maman. Ravale ta fierté. Fais-le pour moi. Que j'aille m'excuser auprès de cet effronté. A fulminé Sylvie. Sa voix claquant comme un fouet. Que je me mette à genoux. Je suis sa belle-mère. Il est hors de question que je m'humilie devant elle. Elle a marqué une pause. Puis, implacable, a dressé son plan. Mais, tu as raison. Cet enregistrement est dangereux. Il faut le neutraliser. Comment? A demandé Maxime. Comment on fait? Toi. Tu rentres chez vous. Tu te mets à genoux et tu la supplies d'effacer cette preuve. A ordonné Sylvie. Tu pleures. Tu dis que tu es un idiote. Que c'est moi qui t'ai forcé la main. Que tu l'aimes. Que tu ne peux pas vivre sans elle. Rejette toute la faute sur moi. Dis-lui que je suis la méchante de l'histoire. Une vieille folle cupide. Pleure. Se pliait. Et fais-lui croire que tu es sincère pour qu'elle déchire ses papiers de divorce. Quand on aura regagné sa confiance, on supprimera le fichier nous-mêmes. Je suis restée figée. Mes poings se sont serrés. C'était un scénario machiavélique parfait. Et l'argent? S'est inquiété Maxime? Comprenant que le pactole s'éloignait. Les 200 000 € ont été virés. A craché Sylvie. La voix emplie de fiel. Je n'arrive pas à y croire. Elle a tout envoyé à sa mère. Et nous? On va se retrouver sans un sou. Mon appartement. L'avenir de Maxime. Le silence est retombé. Hugo et Maxime étaient sans voix face au cynisme de leur mère. Puis, d'un ton glacial. Sylvie a prononcé une phrase qui restera gravée dans ma mémoire. S'il ne s'en sort pas. Eh bien. Tant pis. Si le chirurgien le sauve, que grand bien lui fasse. Sinon, qu'elle prépare l'enterrement. Pourquoi devrions-nous sacrifier l'argent du mariage de notre belle-fille pour sauver un vieux condamné? Cet argent, puisqu'il est entré dans la famille Laurent. C'est l'argent des Laurent. C'est pour notre foyer. Pour mes enfants, Maxime doit se marier. C'est ça la priorité. Un bruit de verre brisé a retenti, et la voix de Sylvie s'est muée en un grognement de rage. Elle a tout viré. Incapable. A-t-elle craché à Hugo? Je t'avais dit de ne pas la lâcher d'une semelle.
Comment as-tu pu la laisser nous voler ces 200 000 euros? L'appartement de Maxime. Tu m'es tué. La colère de Sylvie n'était plus feinte. C'était de la pure frustration. Maxime, abattu, a rappelé l'existence de l'enregistrement. Si elle le balance, on coule tous. A-t-il murmuré? Hugo a poussé un cri de désespoir. J'ai entendu Sylvie soupirer lourdement, même acculée. Sa voix restait malveillante. Demain matin, vous irez tous les deux à la clinique. A-t-elle ordonné? Vous irez dans le service où est admis le vieux père de Chloé. Pourquoi faire? A demandé Maxime. Craintif. Comment ça, pourquoi faire? Je vais y aller moi-même pour voir si ce vieux crouton est déjà en train de claquer. Je vais dire à ses parents que leur fille est une ingrate. Une garce qui cherche à nous escroquer et à nous détruire. Je veux voir s'il aura encore le courage de se faire opérer. Si on ne peut pas récupérer l'argent, alors je détruirai tout. Vous me comprenez? J'ai frissonné. Un froid glacial a parcouru ma colonne vertébrale. Ce n'était plus seulement de la cupidité. C'était le mal incarné. J'ai retiré mes écouteurs, sauvegardé le fichier audio et lui ai donné un nom. J'avais ce qu'il me fallait. Je ne pouvais pas perdre une seule seconde. Je pensais utiliser ces preuves au tribunal. Mais le plan de Sylvie changeait la donne. Elle voulait aller à la clinique demain matin. Elle voulait provoquer la mort de mon père par un choc émotionnel. Je devais agir avant elle. J'ai allumé mon ordinateur, ouvert la messagerie et cherché le groupe de la famille élargie Laurent. Ils étaient plus de 50 membres. Oncles, tantes, cousins. 2 jours plus tôt, ce même groupe débordait de photos de notre mariage et de messages de félicitations. Quel couple magnifique. Mes doigts ont volé sur le clavier. Bonsoir à tous. C'est Chloé, la femme d'Hugo. Pardon de vous déranger à cette heure tardive. Mais je suis désespérée. Depuis le jour de mon mariage, Heavy Sunenfer, ma belle-mère, Sylvie, a exigé que je lui remette les 200 000 euros d'économie de mes parents. J'avais gardé cet argent pour financer l'opération à cœur ouvert de mon père, afin de lui sauver la vie. J'ai envoyé le message et le groupe s'est enflammé. Quoi? Ont-ils écrit? Comment est-ce possible? Sylvie ose réclamer l'argent destiné à sauver une vie pour acheter un appartement. J'ai commencé à relater les événements. J'ai expliqué que mon mari ne m'avait pas défendu, qu'il avait pris le parti de sa mère en affirmant que les 200 000 euros devaient servir à acheter le logement de son frère Maxime, qu'il m'avait menacé de divorce et que j'avais dû enregistrer leurs propos pour me protéger. J'ai mis en ligne le premier enregistrement, celui de la veille dans ma chambre. Le groupe a été frappé de mutisme, comme face à l'indicible. 5 minutes plus tard, la réaction a été unanime. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Hugo, comment as-tu pu cautionner ça? A tapé l'oncle aîné. Ulcéré. Comment osez-vous réclamer l'argent d'un malade en danger de mort pour acheter un appartement? Quelle honte! Sylvie a tenté de riposter depuis son téléphone. Ne la croyez pas. Elle manipule les audios pour nous détruire. Elle n'a même pas pu finir sa phrase que j'ai envoyé un nouveau message. Il n'y a aucun montage. Voici l'enregistrement numéro 2. C'est la conversation qu'ils viennent d'avoir à l'hôpital. Il y a moins de 10 minutes. Écoutez comment il prévoit de se rendre à la clinique pour faire un scandale, et comment Sylvie déclare que si mon père meurt, ce n'est pas grave, tant que l'appartement revient à Maxime. J'ai téléchargé le fichier révélant leur voix cynique et calculatrice, et j'ai cliqué sur envoyer. Le silence dans le groupe s'est fait encore plus lourd. J'imaginais ces 50 personnes collées à leurs écrans. Blême, le visage décomposé en entendant ces horreurs, le premier à réagir fut à nouveau l'oncle aîné. Sylvie, vous n'avez pas de cœur. Si mon frère, le défunt père d'Hugo, savait ce que vous venez de dire, il se retournerait dans sa tombe. Est-ce ainsi que vous avez élevé vos fils? Hugo, tu es un lâche d'avoir laissé faire ça. Que personne ne remette plus jamais les pieds chez moi. Les messages de mépris et de condamnation ont plu. Quelle honte pour la famille Laurent. Pauvre Chloé. Ils veulent la plumer. Quelle famille misérable. La situation a dégénéré. Erreur fatale. Insultant. Inhumain.
Sylvie a essayé de s'excuser. Mais ses mots sonnaient creux. Je n'ai pas arrêté. Quand elle ou son fils ont essayé de me discréditer. J'ai invité le groupe à réécouter l'enregistrement de l'hôpital, où l'on entendait distinctement les ordres machiavéliques. Va te mettre à genoux. Pleure. Demande pardon. Rejette la faute sur moi. Dis que je suis la méchante. Des paroles froides. Manipulatrices. L'effet a été dévastateur. Les réactions ont fusé. Chargées d'indignation. Ne leur adressez plus la parole. Je ne veux plus jamais entendre parler de votre branche de la famille. Vous déshonorez notre nom. J'ai lu chaque réponse avec un profond soulagement. J'avais atteint mon but. J'avais dévoilé la vérité. J'ai fermé la messagerie. Je n'avais plus d'explications à fournir. La vérité éclatait au grand jour. La famille Laurent se chargerait du cas de Sylvie et d'Hugo. Demain, aucun d'entre eux n'oserait pointer son nez à la clinique pour faire un scandale. Il ne me restait plus qu'à régler la dernière formalité. Mon mari. Je n'ai pas eu à attendre bien longtemps. Une trentaine de minutes après la publication des audios, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Hugo est entré. Dans un état pitoyable, livide comme un cadavre. Les cheveux hirsutes. La veste de travers. Il m'a regardé comme s'il voyait un spectre. Le téléphone dans sa poche vibrait sans discontinuer. C'était sûrement ses proches. L'insultant ou le maudissant. Chloé. A-t-il murmuré d'une voix tremblotante. J'étais debout au milieu du salon, près de ma valise déjà bouclée. J'avais rassemblé le strict nécessaire. Je comptais partir le soir même. Il l'avouait et blêmi. Non. Non. Chloé. S'il te plaît. A-t-il bégayé en courant vers moi? Mais il n'a pas crié. Il n'a pas insulté. Il n'a pas essayé de se justifier. Il a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Il est tombé à genoux. Il s'est effondré devant moi. Les mains jointes. Courbant l'échine, comme s'il priait une divinité. Chloé. Je t'en suppliais. Pardonne-moi. Il pleurait. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de crocodile pour m'apitoyer. C'étaient des larmes de terreur. Une terreur absolue. Il avait écouté le second enregistrement. Il savait que j'avais tout découvert. Il savait que sa carrière, sa réputation, son avenir s'était désintégré par ma seule volonté. Je suis désolée. Je suis un imbécile. Je ne suis pas un homme. Je suis un monstre. A-t-il balbutié en rampant pour agripper l'ourlet de mon pantalon? C'était ma mère. C'était son idée. Elle m'a forcé. J'ai été stupide. Je ne voulais pas te blesser. Chloé, tu es ma femme. Je t'aime. J'ai reculé d'un pas pour me dégager. Je l'ai toisé de haut. Un homme en ruine agenouillé sur le sol. Pitoyable. Mon cœur s'était transformé en glace. Tu m'aimes? Ai-je demandé d'un ton plat. Sans la moindre émotion. Tu m'aimes tellement que tu t'es ligué avec ta mère pour exiger les 200 000 € qui devaient sauver la vie de mon père. Non. Ce n'est pas ça. A-t-il sangloté en levant un visage baigné de larmes. Je voulais juste dépanner mon frère. Je n'ai pas pensé. Je ne pensais pas que... Je l'ai coupé sèchement. Ou bien étais-tu d'accord avec ta mère quand elle a dit qu'il était normal de mourir quand on est vieux et que si mon père succombait... Ce n'était pas une grande perte. Ces mots l'ont transpercé comme une lame. Il s'est pétrifié. Tu as tout entendu. A-t-il bégayé? J'ai tout entendu. Ai-je confirmé calmement. J'ai également entendu le plan de ta mère pour venir faire un scandale à la clinique demain. Dans le seul but de provoquer mon père. Hugo a été pris de tremblements violents. Non. Je n'irai pas. Je te jure que je n'irai pas. Je vais rompre les ponts avec elle. Mais par pitié. Chloé, efface ces messages du groupe. Dis-leur qu'il y a eu un malentendu. Que tu m'as pardonné. Oui. Chloé, je te jure que je ferai tout ce que tu exigeras. Je travaillerai pour toi. Je prendrai soin de tes parents. Je m'humilierai s'il le faut. Mais ne me détruis pas. Ne demande pas le divorce.
Les larmes continuaient de couler. Mais elles n'avaient aucun poids. Ce n'était pas pour mon père. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la lâcheté. Il ne pleurait pas parce qu'il m'avait blessé. Il pleurait pour lui-même. Pour sa carrière. Pour sa respectabilité de façade. Je l'ai dévisagé longuement. Mon affection pour lui s'était éteinte depuis bien longtemps. Hugo, lui ai-je dit. Lève-toi. Immédiatement. Il a relevé la tête. L'espace d'une seconde, une lueur d'espoir ridicule a traversé son regard. Oui. Oui. Je suis là. A-t-il balbutié? Lève-toi. Yetan priait. Ne salis pas le parquet. L'espoir s'est éteint aussi vite qu'il était apparu. Il est resté paralysé. Qu'est-ce que tu as dit? A-t-il demandé. J'ai dit lève-toi. Arrête tes jérémiades. Ça ne sert plus à rien. Ma voix était nette. Tranchante. Je me suis détournée et me suis dirigée vers le bureau. J'ai pris les 2 conventions de divorce. La sienne et la mienne. J'ai jeté la sienne à ses pieds. Ramène ça à ta mère. Ai-je lancé. S'il est écrit divorce par consentement mutuel sur ce chiffon, je ne le signerai jamais. Puis j'ai levé la mienne. Le document indiquait très clairement divorce pour faute, tentative d'extorsion et violence psychologique. Et voici la mienne. Signe-la. Et j'ordonnai. Hugo m'a regardé. Tremblant. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout. A-t-il balbutié? Ça fait à peine 3 jours qu'on est mariés. 3 jours? J'ai ri avec amertume. 3 jours? Et vous avez déjà essayé de tuer mon père. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? C'est vous qui avez perdu tout scrupule en premier. Ou c'est moi? J'ai posé un stylo sur la table. Si tu refuses de signer, très bien. On se retrouvera devant le juge aux affaires familiales. Ces enregistrements et le témoignage de mon avocat constitueront les preuves. Quancela Rivera. Tu ne perdras pas seulement ton travail. Ta mère et toi pourriez finir devant le tribunal correctionnel pour tentative d'extorsion, harcèlement moral et abus de faiblesse. Les yeux d'Hugo se sont écarquillés. Un avocate. Sérieusement. Tu crois me faire peur avec ça? A-t-il lâché? Incrédule. Le dossier est déjà transmis. Ai-je répondu? Signe cette convention de divorce pour faute, et je n'engagerai pas de poursuite pénale. C'est la dernière faveur que je t'accorde. Fais ton choix? Hugo a baissé les yeux. Le regard vide. Ses larmes s'étaient taries. Il ne restait que le désespoir. Il a titubé. A pris le stylo d'une main tremblante et, sans dire un mot, a apposé sa signature dans la case de l'époux. J'ai signé. A-t-il dit d'une voix rauque? J'ai récupéré le document désormais signé par nous deux. Et j'ai précisé. Je conserve les 2 enregistrements. Ils sont mon assurance pour m'assurer que ni toi ni ta famille ne fassiez d'autres bêtises. Cet appartement est à moi. Tu as 3 jours pour vider tes affaires. J'ai poussé ma valise vers la porte. Le bruit des roulettes grinçant sur le sol a été le seul son dans la pièce. Sec et définitif. Hugo a serré le stylo jusqu'à ce que sa main tremble de nouveau. Être là. Devant moi. Il a fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il a accepté son sort. À 6 heures du matin, les lumières du bloc opératoire se sont allumées. Mon père avait déjà été emmené à l'intérieur. L'intervention devait durer environ 5 heures. Ma mère et moi étions assises dans la salle d'attente. Elle priait, les mains jointes. Et moi. J'avais le cœur en miettes. Les couloirs de la clinique étaient silencieux. On n'entendait que les pas pressés des infirmières. Vers 8 heures, juste au moment où l'opération atteignait son stade le plus critique, un tumulte a éclaté au bout du couloir. « Poussez-vous de là. Je viens voir mon conscrit, et ce n'est pas vous qui allez m'en empêcher. » A hurlé une voix stridente qui m'a glacé le sang. C'était Sylvie. Je me suis levée d'un bond. Mon cœur battait à tout rompre. Sérieusement. Elle avait osé venir. J'ai fait signe à ma mère de ne pas bouger, et j'ai marché d'un pas rapide vers l'entrée du service. Sylvie et Maxime étaient en train d'être repoussés par 2 agents de sécurité de la clinique. Sylvie ressemblait à une folle. Les cheveux en bataille.
les yeux exorbités. Maxime restait en retrait, les sourcils froncés, les mains dans les poches, affichant une attitude d'agressivité blasée. « Madame, cette zone est strictement réservée. Vous ne pouvez pas entrer. Il y a des patients en cours d'intervention ?» lui a intimé l'un des vigiles. Sylvie a ricané d'un air sinistre. « Quoi ? Mon argent va servir à payer une opération. Je viens vérifier s'il n'est pas déjà crevé. Poussez-vous. » Et elle a bousculé l'agent dans l'intention de forcer le passage. Ma belle-mère a levé la main avec la ferme intention de me gifler. J'ai reculé d'un pas. Le vigile a réussi à la maîtriser juste à temps. « Mais pour qui vous prenez-vous ? Vous comptez agresser quelqu'un dans un hôpital. » L'a semoncé le vigile. « C'est ma belle-fille. » A glapi Sylvie en tentant de se défaire de son emprise. « Je vais lui apprendre les bonnes manières. » À cette petite garce. Et elle a de nouveau repoussé l'agent de sécurité. Maxime s'est avancé et a violemment bousculé le vigile à son tour. « Poussez-vous. » A-t-il aboyé ? Vous ne voyez pas ce qu'elle a fait. Cette salope nous a enregistrés et humiliés. Ma fiancée a rompu les fiançailles à cause d'elle. Vous m'entendez. Elle fait la fière, mais on va lui faire payer. Je suis restée de marbre. J'ai glissé la main dans ma poche et j'ai activé la caméra de mon téléphone. Tout ce qu'ils diraient serait filmé. J'ai enregistré chacune de leurs menaces. Maxime, le visage déformé par la haine, s'est jeté vers moi. Mais il s'est arrêté net quand j'ai levé l'appareil. Au moins. Loï a eu une seconde d'hésitation. Sylvie, totalement hors de contrôle, ne s'est pas souciée de l'objectif. Elle a aperçu ma mère de loin. Tremblante, assise près de la pile de formulaires et de factures de la clinique que j'avais laissée sur un siège, elle a décidé que c'était cela qu'elle devait arracher. Ce sont les papiers pour payer l'opération. Ai-je hurlé ? Payer pourquoi ? A craché Sylvie. Je refuse qu'on dépense mon argent pour ces vieux débris. Est un geste brutal. Elle a arraché le dossier médical et financier des mains de ma mère, qui venait de s'en saisir. Je l'ai vu comme au ralenti. En une fraction de seconde, Sylvie a déchiré la pile de factures. Le reçu du virement de 50 000 €. Les formulaires d'admission. Tout a été réduit en confettis. Voilà, a-t-elle ricané sardoniquement. Maintenant, il n'y a plus de facture. Comment allez-vous payer le chirurgien maintenant ? Ha ha ha. Et elle s'est mise à rire comme une démente. Maxime a renchéri. Bien joué. Maman. Déchire-les tous. Sans argent. Pas d'opération. Qu'il crève et qu'on en finisse. A-t-il grogné. Ma mère, en voyant cette scène, a vacillé et s'est effondrée. Inconsciente. Maman. Ai-je crié. Mais je n'ai pas pu courir vers elle. La violence de la scène m'avait paralysée. Sylvie, détruisant les documents qui représentaient l'espoir de survie de mon père. Le personnel soignant, choqué. Les vigiles, dépassés par la situation, appelés les urgences internes. A crié quelqu'un. Les infirmières se sont précipitées pour secourir ma mère pendant que je... Le téléphone toujours braqué sur eux. Continuais de filmer. Je devais conserver cette preuve. Ce qu'ils venaient de commettre ne s'effacerait pas avec de simples excuses. Il me fallait des preuves irréfutables. La caméra visait directement le visage hystérique de Sylvie et le nuage de papier déchiré jonchant le sol. Le chaos était total. Ma mère s'était évanouie. Les infirmières lui portaient secours. Dans le couloir, des confettis blancs recouvraient le sol. Les reçus pour les 50 000 € de frais cliniques. Les autorisations d'intervention. Tout était en miettes. Sylvie trônait au milieu de ce désastre. Allaitante. Le visage empourpré par l'excitation et le sentiment de victoire. « Tiens !» a lancé Sylvie en fouillant du pied dans les débris de papier. « Je vous avais bien dit que si je ne les avais pas, vous ne les auriez pas non plus. » Je n'ai rien répondu. J'ai arrêté l'enregistrement vidéo. Le clip de plus de 3 minutes capturait avec une netteté implacable chaque agression, depuis l'instant où Sylvie avait commencé à fouiller et Maxime à menacer, jusqu'au moment où elle avait arraché,
et mis en pièces les reçus. Même ses pires menaces de mort avaient été enregistrées. Je me suis tournée vers l'agent de sécurité. Appelez le commissariat. Signalez des individus perturbant l'ordre public, détruisant des biens de valeur et entravant les soins médicaux. Lui ai-je ordonné. Le vigile a hésité une seconde. Puis il a hoché la tête. Ne vous inquiétez pas. Madame, j'appelle la police immédiatement. Quand Sylvie a entendu le mot police, une légère lueur de terreur a traversé son regard. Mais elle a vite repris sa moue arrogante. Tu me menaces. Appelle-les. Je suis ta belle-mère. Je remets simplement ma belle-fille à sa place. J'ai déchiré mes propres papiers. Qu'est-ce que la police a à voir là-dedans? Mon ton était étrange. Serein. Presque glacial. Madame, vous et moi ne sommes plus belle-mère et belle-fille. Votre fils a signé la convention de divorce pour faute hier soir. Nous attendons que le tribunal prononce le jugement. Le visage de Sylvie est devenu livide. Qu'est-ce que tu racontes? A-t-elle bégayé? Incrédule. J'ai levé mon téléphone. Ce reçu d'hospitalisation, d'une valeur de 50 000 €, m'appartient. Vous l'avez détruit délibérément. Cette vidéo, corroborée par les témoignages du personnel soignant et de la sécurité présent, est largement suffisante pour vous faire inculper. Vous et votre fils. Pour dégradation volontaire de biens privés. Selon le code pénal, vous risquez de lourdes peines de prison et de fortes amendes. Je ne suis pas avocate, mais je me suis renseignée sur la loi avant d'agir. Maxime. Habitué à vivre au crochet des autres. A blêmi en entendant parler de peine de prison. Tu parles de prison. Je n'irai pas en prison. A balbutié Sylvie. Prise de tremblement. Tu mens pour m'effrayer. Ai-je répondu avec un sourire de marbre. Laissons la police visionner la vidéo et déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte délibéré, et n'oublions pas les chefs d'inculpation pour trouble à l'ordre public et violence sur un agent de sécurité quand vous l'avez poussé. Avec tout cela, pour la mère et le fils, ont quasiment la garantie de faire un séjour en garde à vue, voire pire. Pile à cet instant, on a entendu les sirènes de la police s'approcher. Le commissariat étant très proche de la clinique, ils sont arrivés en quelques minutes. 2 agents de police ont fait irruption, suivis par le médecin-chef de garde, qui a appelé « Que se passe-t-il ici ?» a demandé l'un des policiers. Je me suis avancée. « Bonjour. C'est moi qui ai demandé l'intervention. Je m'appelle Chloé. Je suis la famille du patient actuellement au bloc opératoire. Je désigne ces 2 individus. Madame Laurent et son fils Maxime. Ils ont fait irruption dans la zone réservée du bloc opératoire. Ils ont hurlé, entravé le travail des soignants, lorsque j'ai tenté d'intervenir. Ils m'ont menacé et ont détruit mon reçu de paiement de 50 000 €. J'ai tendu mon téléphone à l'officier. Voici la vidéo de toute la scène que je viens de filmer. Je demande leur placement en garde à vue. Ai-je ajouté avec fermeté. Ils mettent en danger la sécurité de l'établissement et la vie de mon père. L'agent de police a visionné rapidement la séquence. Il a froncé les sourcils en entendant les injures de Maxime et en voyant Sylvie réduire les documents en charpie. Il les a pointés du doigt. Vous 2, à direction le commissariat pour vérification d'identité et audition, a-t-il ordonné. À ce moment, Sylvie a cédé à la panique. Non. Je ne suis pas sa belle-mère. C'est juste un différend familial. S'il vous plaît. Pardonnez-moi. A-t-elle sangloté? Je ne savais pas ce que je faisais. Je me suis emportée. L'officier s'est tourné vers moi. Madame, votre ex-mari a signé le divorce hier. Vous n'êtes plus liés. Cette dame est venue causer des troubles. Les conflits familiaux peuvent se régler au tribunal. Mais un comportement visant à troubler l'ordre public et à dégrader des biens à l'intérieur d'un hôpital constitue un délit inacceptable. A-t-il déclaré d'un ton sans réplique. Suivez-nous. Maxime était terrorisé et s'est laissé tomber à genoux. Non. Je ne veux pas aller en prison. Maman. Aide-moi. A-t-il supplié. Chloé. Je t'en supplie.
J'ai fait une connerie. Pardonne-moi. Dis aux policiers que ce n'était pas intentionnel. Les vigiles et les policiers ont aidé Maxime à se relever. Sylvie pleurait à chaudes larmes et essayait de s'agripper à ma manche. Chloé. Ma fille. Par pitié. J'ai fait une terrible erreur. Ne détruis pas la vie de Maxime. S'il a un casier judiciaire, sa vie est finie. Elle s'est agenouillée en m'implorant. J'ai reculé d'un pas, observant cette femme qui pleurait à fendre l'âme, si différente du démon qu'elle incarnait 5 minutes plus tôt. Je n'ai ressenti aucune compassion. Embarquez-les, a ordonné le policier. Ils ont traîné la mère et le fils vers la sortie. Ignorant leurs cris et leurs supplications, le calme est enfin revenu dans les couloirs de la clinique. Les infirmières ont aidé ma mère à reprendre ses esprits dans une salle de repos. J'ai ramassé un bout de reçu déchiré sur le sol. Ce n'est pas grave, me suis-je dit. Le reçu de carte bancaire peut être réimprimé à la banque, mais la justice doit suivre son cours. Je savais que je devrais me rendre au commissariat pour déposer plainte formellement, mais d'abord, je devais attendre que mon père sorte du bloc. Près de 3 heures plus tard, alors que j'étais dans le bureau de la direction de la clinique pour demander un duplicata des factures, Hugo m'a appelé. La police l'avait sûrement déjà contacté. Sa voix chevrotait de désespoir. « Chloé, où est-ce? À la clinique ?» ai-je répondu sèchement. « La police a embarqué ta mère. Maxime a été placé en garde à vue. Tu as vraiment porté plainte. Pourquoi tu m'appelles? Je n'ai aucune explication à te fournir. Je suis occupée. » Ai-je tranché. « Ne raccroche pas. » A-t-il crié. « Je t'en conjure. Chloé, je suis en route pour le commissariat. Rejoins-moi là. Bah. Retire ta plainte. Chloé, demande ce que tu veux. J'accepterai. Mais si tu envoies Maxime en prison, c'est la un casier. Sa vie est foutue. Y est un prié. Pour ma mère, je suis restée silencieuse. Retirer la plainte. Après tout ce qu'ils avaient fait, après avoir souhaité la mort de mon père, Chloé, dis quelque chose. A gémi Hugo au bout du fil. À cet instant, une pensée, un souvenir, une vieille dette a refait surface dans mon esprit. Très bien, ai-je dit. Va au commissariat du quartier. J'y vais aussi. J'ai raccroché. J'ai prévenu la clinique que je devais me rendre au poste de police et j'ai demandé leur collaboration pour fournir les témoignages du personnel et les bandes de vidéosurveillance à titre de preuve. Il n'y aurait aucune conciliation. J'ai pris un taxi jusqu'au commissariat. Hugo m'attendait déjà devant l'entrée. Il avait l'air encore plus misérable que la veille. Le teint cadavérique, les vêtements froissés. En me voyant, il a couru vers moi, prêt à s'agenouiller. « Reste debout !» lui ai-je crié. On est devant un commissariat, pas sur la scène d'un théâtre. Hugo s'est figé, les larmes aux yeux. « Chloé, je t'en suppliais. Sauve ma mère et mon frère. Je peux retirer la plainte pour dégradation de biens matériels. » Lui ai-je dit. Le reçu. Je peux en obtenir une copie. Je n'ai pas envie de m'embourber dans une longue procédure pénale. Que Maxime aille en prison ou non m'est complètement égal. Ses yeux se sont remplis d'espoir. C'est vrai. Merci. Chloé. J'ai brisé son espoir net. Le délit de trouble à l'ordre public est poursuivi d'office par le procureur. Je ne peux rien y faire. Mais si je retire ma plainte, et que la clinique ne porte pas plainte non plus, il pourrait s'en tirer avec un simple rappel à la loi et une forte contravention. Et quelle est ta condition? A-t-il demandé. Anxieux. Ma condition est très simple. Ai-je dit, en plongeant mon regard dans le sien. Il y a 3 ans. Tes parents ont fait des travaux de rénovation dans leur maison. Il leur manquait des fonds. N'est-ce pas? Mes parents leur ont prêté 25 000 €. Tu t'en souviens? Hugo s'est pétrifié et a balbutié. Comment? Comment es-tu au courant? Parce que c'est moi qui ai accompagné ma mère pour retirer cet argent et vous le prêter. Ai-je répondu avec un sourire sardonique.
J'ai sorti de mon sac à main un document plié, jauni par le temps. La reconnaissance de dette, signée par son père. Et feu Monsieur Laurent. Et sa mère, Sylvie Laurent. 25 000 € à rembourser sous 2 ans. L'échéance est dépassée d'1 an. Mes parents n'ont jamais rien réclamé par égard pour toi et notre mariage. Voici ma condition. Si ta mère et ton frère veulent que je retire ma plainte et que la clinique abandonne les poursuites, ils doivent rembourser ces 27 500 €. Pénalité de retard comprise. Sur le champ. Par virement bancaire immédiat. Hugo a fixé la reconnaissance de dette. Livide. Il savait que c'était la fin. L'appartement pour Maxime s'était envolé. Et maintenant il fallait rembourser une vieille dette. Il n'a pas prononcé un mot. Je lui ai laissé le choix. Soit vous payez les 27 500 € et ta mère et ton frère ne reçoivent qu'une amende administrative. Soit je maintiens ma plainte. Et ils affronteront un procès pénal. Il a dû se résigner. Et je suis entrée parler à l'officier. Laissant Hugo planté là, effondré face à une dette qu'il ne pouvait plus esquiver. Dans le bureau de l'inspecteur, j'ai tout expliqué. J'ai remis la vidéo et les attestations de la clinique. J'ai déclaré clairement que je retirais ma plainte pour dégradation de biens personnels. Mais j'ai exigé que les poursuites pour trouble à l'ordre public, menaces et entraves aux soins médicaux soient maintenues par le procureur. Je ne suis pas un monstre. Je ne veux pas que Maxime croupisse en prison, ni qu'Hugo porte le fardeau de son frère. Mais ils doivent payer une amende sévère et subir un redressement financier assez lourd pour qu'ils s'en souviennent jusqu'à la fin de leur jour. L'officier a acquiescé. C'est noté. Nous allons dresser un procès verbal, et le tribunal de police prononcera une forte amende contre Madame Laurent et son fils pour trouble à l'ordre public. Le retrait de votre plainte pour dégradation est acté. Signez ici. J'ai signé. En sortant, Hugo était toujours là. Le visage de cendre. Il a accouru vers moi. Tu as retiré la plainte? Oui. J'ai retiré le volet pénal pour les biens. Mais ils recevront quand même une lourde amende. Ai-je répondu? Et ma condition? Hugo tremblait. 27 500 €. Où veux-tu que je trouve cette somme d'un coup? Tu as 1 semaine. Ai-je répondu? La reconnaissance de dette est échue depuis 1 an. Mes parents ont besoin de cet argent pour la convalescence de mon père. Je te donne exactement 7 jours. C'est. Passé ce délai. Le compte de ma mère n'a pas été crédité des 27 500 €. Je lancerai une procédure de recouvrement via un huissier. Et ce ne sera pas seulement pour les 27 500 €, s'y ajouteront les pénalités de retard supplémentaires, les frais de justice. Et la maison de ta mère pourra être saisie et vendue aux enchères. Débrouillez-vous. Je ne lui ai pas accordé un regard de plus. Je suis montée dans un taxi et je suis retournée à la clinique. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu vraiment relâcher la pression. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir. Désormais, mes pensées étaient tournées vers une seule personne. Mon père. Je suis retournée dans le couloir du bloc opératoire. Ma mère s'était réveillée de son malaise. Elle était assise, tenant d'une main tremblante un gobelet d'eau. Quand elle m'a vue, elle m'a immédiatement demandé. Anxieuse. Chloé, tout va bien. Que s'est-il passé avec eux? J'ai pris la main frêle de ma mère. Maman, tout est réglé. Ne t'inquiète plus. Personne ne viendra jamais plus importuner papa. Fais-moi confiance. Elle m'a regardée avec tendresse et fierté. Elle n'a posé aucune autre question. Au fond d'elle, elle devinait les épreuves que je venais de traverser. Le temps s'étirait, lentement, comme un escargot. 5 heures. 6 heures. 7 heures. Ma mère et moi sommes restés là, les yeux rivés sur le voyant rouge au-dessus de la porte du bloc. Chaque seconde était une torture. J'ai prié comme je ne l'avais jamais fait. J'ai imploré le ciel de sauver la vie de mon père. Cet homme doux qui n'avait jamais fait de mal à une mouche. Enfin, près de 8 heures plus tard, les portes du bloc se sont ouvertes et la lumière rouge s'est éteinte. Le chirurgien en chef est sorti. Transpirant. Épuisé. Ma mère et moi nous sommes précipités vers lui.
Docteur. Comment va mon père? Le médecin, harassé, a esquissé un sourire et a dit « Rassurez-vous. Mesdames, l'opération est un succès. Le patient a passé le cap le plus critique. Nous avons réussi à ponter les 3 artères bouchées. J'ai eu l'impression que le monde entier s'illuminait. Je suis tombée à genoux. Ma mère aussi. Nous nous sommes serrés dans les bras et avons pleuré de joie et de soulagement. Ces larmes étaient des larmes de bonheur. La libération de toute l'angoisse et de la terreur accumulée ces derniers jours. Mon père avait survécu. Plus tard, ils l'ont ramené sur un brancard. Encore sous l'effet de l'anesthésie, le teint pâle, mais respirant de manière régulière et apaisée. J'ai pris sa main et l'ai posée contre ma joue. Elle était chaude. J'ai pleuré à nouveau. De pure gratitude cette fois. « Papa, tu es incroyable », ai-je murmuré. « Nous sommes là. Maman et moi. Tu vas bientôt rentrer à la maison. » Les jours suivants, j'ai vécu à la clinique. Les 200 000 € ont servi exactement à ce pourquoi ils étaient prévus. Garantir à mon père les meilleurs soins, les traitements de pointe et l'assistance des meilleurs spécialistes. Je n'ai regardé à aucune dépense. Le voir se rétablir jour après jour. Recommencer à respirer par lui-même. S'asseoir, avaler quelques cuillères de bouillon. M'a confirmé que tous mes sacrifices en valaient la peine. Notre famille est ressortie plus unie que jamais de cette épreuve. Ma mère m'a regardée avec amour et m'a dit « Chloé, ma fille chérie, tu es devenue une femme. Tu fais notre fierté à ton père et à moi. » J'ai souri. Oui. Maman. J'ai grandi. Je suis assez grande pour protéger ceux que j'aime et assez forte pour faire payer ceux qui essaient de détruire ma famille. Une semaine plus tard, la santé de mon père s'était considérablement améliorée. Le 7e jour, Hugo m'a appelé. Il ne suppliait plus. Il avait l'air anéanti. « Chloé, nous avons viré les 27 500 €. Vérifie le compte de ta mère. » S'il te plaît. J'ai ouvert l'application bancaire de ma mère. La notification est apparue. Virement de 27 500 € crédité. J'ai regardé l'écran et j'ai répondu avec froideur. Je l'ai reçu. Hugo a hésité. Chloé. Est-ce que nous... Je l'ai coupé. Il n'y a plus de nous. Un silence a suivi. La dette est soldée. Demain à 9 h au tribunal judiciaire. Apporte ta pièce d'identité et ton acte de naissance. Ne sois pas en retard. J'ai raccroché. Ainsi, pour rembourser les 27 500 € qu'il me devait, et pour s'acquitter de la lourde amende pénale pour trouble à l'ordre public, ils avaient dû payer le prix fort. L'amende, combinée aux frais de justice, s'élevait à plus de 5 000 €. Sylvie n'a pas eu le choix. Elle a dû vendre sa maison, ce grand pavillon de banlieue parisienne, dont elle avait toujours été si fière, qui a dû être bradé dans l'urgence, en moins d'1 semaine. Sa valeur sur le marché avoisinait les 300 000 €, mais acculée par le temps et la pression. Elle n'a réussi à en tirer que 250 000 €. Sur cette somme, 27 500 € ont servi à purger ma créance. L'amende de 5 000 € a amputé une autre partie. Et après avoir remboursé divers petits crédits à la consommation qu'elle avait contractés pour les caprices de Maxime, il ne lui est presque rien resté. J'ai appris tout cela par un membre éloigné de leur famille. Après la nuit où j'avais dévoilé la vérité dans le groupe familial, toute la famille Laurent avait traité Sylvie et son fils comme des pestiférés. L'oncle aîné m'avait même appelé pour me présenter ses excuses au nom de toute la lignée, affirmant que la famille avait profondément honte d'avoir un gendre et une parente d'une telle bassesse. C'est lui qui m'a tenu informé de la suite des événements. Sylvie, après la saisie de sa maison, a dû s'installer avec Maxime dans un minuscule 2 pièces de 40 mètres carrés, vétuste et mal isolée. Dans une cité de la lointaine banlieue, de bourgeoises respectées et arrogantes, elle était tombée au rang de femme humiliée. La risée de ses voisins et rejetée par ses propres frères et sœurs. La honte et la ruine l'ont fait vieillir de 20 ans. Elle passait ses journées enfermée, à pester contre le monde entier. Pour Maxime,
son fils adoré. La situation était encore pire. Après le scandale à la clinique, dont les vidéos avaient fuité sur les réseaux sociaux comme l'exemple type des incivilités hospitalières, sa réputation a été anéantie. Sa fiancée l'a quitté en annulant purement et simplement le mariage. L'entreprise de logistique où il était en période d'essai l'a licencié sur le champ pour faute grave. Son nom étant désormais associé à un scandale public, sans fiancé, sans emploi et sans appartement neuf. Il est redevenu le parasite qu'il avait toujours été. Il passait ses journées vautrées sur le canapé, lit de leur minuscule salon, exigeant de l'argent de sa mère pour ses loisirs, hurlant et fracassant des assiettes quand elle refusait de céder. La mère et le fils vivaient dans cet espace confiné, jour après jour, un véritable enfer à huis clos, se rejetant mutuellement la faute à longueur de temps. Hugo, mon futur ex-mari lâche et soumis, fut sans doute le plus pitoyable de tous. Les rumeurs sur les esclandres à la banque et à la clinique, couplées à l'indignation de toute sa famille, ont fini par remonter jusqu'à la direction de son entreprise. Même si je n'avais pas diffusé les enregistrements publiquement, la réputation d'Hugo s'est effondrée. Il n'a pas été licencié, mais il a été rétrogradé de son poste de chef de projet à celui de simple employé aux archives. Une humiliation publique totale, avec des collègues qui le méprisaient ouvertement et des supérieurs hiérarchiques qui le traitaient comme un fantôme. Incapable de supporter la pression et la honte, Hugo a fini par démissionner de lui-même. Il a tout perdu, sa femme, l'estime de sa famille et la carrière prometteuse qu'il avait mis des années à bâtir. Il a emménagé dans un studio sordide, seul avec ses regrets. Il m'envoyait parfois des messages. « Chloé, je suis tellement désolée. Comment va ton père? Laisse-moi une chance de me racheter. » Je n'ai jamais daigné lui répondre. Ils avaient tous payé le prix de leur avarice et de leur cruauté. Ce n'était pas moi qui les avais punis. Ils s'étaient détruits eux-mêmes. Un mois plus tard, mon père a eu l'autorisation de quitter la clinique. Sa convalescence tenait du miracle. Les médecins disaient, au-delà du traitement médical de pointe, c'est le moral du patient qui est le plus important. Il s'est accroché parce qu'il savait que vous étiez toujours là pour veiller sur lui. Le jour de sa sortie, j'ai également reçu l'avis de jugement du tribunal. L'audience de divorce avait été étonnamment expéditive. Comme nous avions opté pour le divorce par consentement mutuel sur les conseils de nos avocats pour éviter une longue bataille, et qu'Hugo n'avait pas osé contester la répartition des biens de peur que je ressorte mes preuves de son extorsion. L'affaire a été pliée en 15 minutes. Hugo se tenait devant le juge aux affaires familiales. Amaigri, les traits creusés, semblant avoir vieilli de 10 ans. Il n'a pas osé lever les yeux vers moi. « Monsieur Laurent, confirmez-vous votre volonté de divorcer de Madame Bernard ?» a demandé le juge. Hugo s'est contenté de baisser la tête en hochant. Lorsque j'ai paraphé la dernière page de l'acte de divorce, mettant un point final à cette union cauchemardesque de 3 jours, j'ai ressenti une délivrance immense. Je suis sortie du tribunal sans un regard en arrière. J'ai entendu Hugo appeler mon nom, mais je ne me suis pas arrêtée. Je lui avais déjà restitué ses 5 000 € de meubles. Nos comptes étaient soldés. Je ne lui devais plus rien. En rentrant à l'appartement, j'ai trouvé mes parents. Mon père lisait le journal et ma mère ajustait un bouquet de fleurs dans un vase. Un tableau si paisible. Une paix que nous avions failli perdre à jamais. C'est à cet instant précis que j'ai pris une grande décision. Mes parents m'ont regardé avec étonnement quand je leur ai annoncé qu'il était temps pour nous de déménager. Où allons-nous emménager? Ma fille. Vers l'océan. Là où l'air est pur. Ai-je répondu avec un sourire radieux. Nous allons vendre cet appartement. Il est chargé de trop de mauvais souvenirs. Et papa a besoin d'un cadre de vie serein. Avec un air vivifiant. Pour achever sa convalescence. Que diriez-vous de nous installer sur la côte? Vers La Rochelle ou Biarritz? Leur ai-je demandé. Mon père a échangé un regard complice avec ma mère. Puis il a hoché la tête. Comme tu le sens? Ma chérie, là où tu iras, nous irons. Je me suis occupée de la mise en vente de l'appartement. Grâce à son emplacement de choix
et au fait qu'il s'agissait d'un bien m'appartenant en propre, acquis avant mon mariage. Il s'est vendu très vite et à un excellent prix. Une semaine plus tard, nous prenions la route, tous les trois, avec quelques valises dans le coffre. Nous avons laissé derrière nous le tumulte et la pollution de la capitale. Nous avons jeté notre dévolu sur une charmante ville balnéaire, paisible et lumineuse, sur la côte atlantique. Nous avons loué un appartement dans une belle résidence moderne, dotée d'une grande terrasse offrant une vue imprenable sur l'océan. Chaque matin, nous nous réveillons bercés par le ressac des vagues, respirant à plein poumon l'air iodé et vivifiant. J'avais l'impression de renaître. Depuis notre déménagement, l'état de santé de mon père s'est amélioré de façon spectaculaire. Il n'était plus ce vieillard fragile et essoufflé. Il a commencé à faire de longues promenades sur la plage chaque matin. Ma mère s'est inscrite au club de gymnastique douce avec les autres dames du quartier. Ils étaient tous les deux épanouis, rayonnants, débordant de vie. En voyant mes parents si heureux, j'ai ressenti une joie indicible. C'était cela, la vraie vie, la vraie famille, grâce à ma détermination. J'avais sauvé la vie de mon père et préservé le bonheur de ceux que j'aimais. La tempête était passée, et j'étais enfin en paix.